Que dirais-tu de manger une banane avec de la mayonnaise? Tremper des cornichons dans du beurre de cacahuète? Ces combinaisons d'aliments ont l'air assez farfelues. Mais quel goût ont-elles? Eh bien, teste-les et les Oreos à la moutarde pourraient bien devenir ton plat préféré. Ok, reste avec moi ici. Tomates et beurre de cacahuète. Dispose plusieurs tranches de tomates sur un morceau de pain et étale un peu de beurre de cacahuète sur ce sandwich. Ou alors, étale une épaisse couche de beurre de cacahuète sur une tranche de tomate. Cette combinaison de goûts est étonnamment populaire auprès de nombreux gourmets. Nutella et frites. Le sel a tendance à rehausser les saveurs. C'est pourquoi, si tu trempes tes frites dans du Nutella, la fameuse pâte à tartiner aux noisettes aura un goût encore plus sucré. Une autre façon d'apprécier encore plus tes frites est de boire du lait au chocolat immédiatement après. Banane et bacon. Le bacon salé et croustillant, combiné à la banane sucrée et riche en glucides, fait un mélange parfait. Mets ces ingrédients sur une tranche de pain, ajoute un peu de beurre de cacahuète, et voilà, ton sandwich parfait est prêt. Cornichons et glace. J'admets que cette combinaison n'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a des gourmets qui trouvent ce mélange inhabituel de salé et de sucré, vinaigré et laiteux, étrangement séduisant. Tarte au fromage cheddar et aux pommes. De nos jours, tu ne peux surprendre personne en servant des tranches de fromage accompagnées de pommes fraîches. Mais comme ces produits s'entendent assez bien, pourquoi ne pas aller plus loin? On dit que l'idée d'ajouter du fromage cheddar aux tartes aux pommes est apparue en Angleterre pour la première fois, et elle s'est répandue dans le monde entier par la suite. Frites et miel. Si tu veux transformer ton expérience des frites en quelque chose de différent et de plus excitant, le miel fera l'affaire. Sa saveur sucrée complétera le goût salé du fast-food. Pas étonnant que certains restaurants proposent du miel parmi d'autres options de sauce. Banane et mayonnaise. Non, en aucun cas je ne t'incite à presser une bonne dose de mayo sur une banane pelée et à la mettre dans ta bouche. Essaie plutôt de mettre une banane entre deux morceaux de pain et de l'enrober d'un peu de mayonnaise. Ce sandwich pourrait agréablement te surprendre. Chocolat et chips. Cette combinaison salé-sucré a un goût fabuleux. Pas étonnant que les chips enrobés de chocolat soient une chose, et de nombreuses marques ont déjà ajouté ce mélange à leur gamme de produits. Burger et confiture. De nos jours, il est possible de commander ce combo dans la plupart des restaurants. Et personne ne pensera que tu es bizarre. Enfin, presque personne. De plus en plus de gens choisissent la confiture plutôt que le ketchup. Popcorn et lait. Certains individus uniques remplacent les céréales du petit-déj par du popcorn. Ils y ajoutent du lait et affirment que ce plat n'est pas moins bon que son alternative plus répandue et plus populaire. Tu veux tester? Chocolat blanc et caviar rouge. On dit que cet improbable mélange de nourriture a été créé par un chef célèbre. Il a été étonné de voir comment le caviar salé adoucissait la saveur sucrée du chocolat blanc. Si tu es un fan des goûts sucrés-salés, tu vas adorer. Beurre de cacahuète et cornichons. Disons que tu n'es pas très enthousiaste à l'idée de tremper tes cornichons dans du beurre d'arachide. Alors essaie de combiner ces ingrédients dans un sandwich. Ainsi, la saveur vinaigrée des cornichons diluera le collant du beurre d'arachide. Pastèque et sel. Ceux qui n'ont jamais essayé cette combinaison de goûts pensent souvent que le sel prive la pastèque de sa douceur. Mais c'est tout le contraire. Une pincée de sel ne fera qu'accentuer le goût. Mangue et piment. Si tu es un amateur de cuisine épicée, cette combinaison pourrait bien te plaire. Tu peux saupoudrer un peu de piment fort sur une mangue coupée en tranches et profiter de la sensation de brûlure. Beurre de cacahuète et bacon. Tu te souviens de ce mélange de banane et de bacon? Il est temps de remplacer la banane par du beurre de cacahuète. Son onctuosité contrastera avec le croustillant du bacon. Attention, tu pourrais vite devenir accro. Glace et sauce piquante. Le moyen le plus efficace d'éteindre le feu causé par les aliments épicés dans ta bouche est de boire un peu de lait. Alors pourquoi ne pas passer au niveau supérieur? Verse un peu de sauce piquante sur ta glace à la vanille pour faire plaisir à ton âme d'aventurier. Chocolat et avocat. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter un peu de chocolat à ton avocado toast. Tu peux aussi faire un délicieux milkshake avocat-chocolat. Ainsi, la texture beurrée de l'avocat complétera parfaitement la saveur du chocolat. Burger et beurre de cacahuète. Les burgers à la confiture sont plutôt une combinaison sucré-salé. Mais ceux au beurre de cacahuète sont plutôt du genre sel avec encore plus de sel. Mais au lieu d'étaler du beurre de cacahuète fondu sur ton burger, tu dois l'ajouter en faisant des galettes de bœuf. Et tes burgers vont forcément devenir plus juteux. Oreo et moutarde. Ceux qui ont essayé ce mélange promettent que les saveurs s'accordent étonnamment bien entre elles.
Retire le glaçage d'un biscuit Oreo et remplace-le par de la moutarde. Tu ne le regretteras pas. Beurre de cacahuète et mayo. Bien que ce soit l'une des combinaisons les plus bizarres que l'on puisse imaginer dans un sandwich, elle a une longue histoire. Les gens ont commencé à mélanger le beurre de cacahuète, riche en protéines, et la mayonnaise, pleine de graisse, pendant les périodes difficiles. Mais plus tard, le sandwich est resté quand les gens ont réalisé qu'il était en fait délicieux. Pizza et miel. Le miel chaud peut faire une garniture de pizza inattendue, mais indéniablement géniale. Par exemple, c'est un excellent moyen d'équilibrer la quantité excessive de sel qui accompagne, disons, le pepperoni. Donc, si tu cuisines une pizza à la maison, mets-y du pepperoni et des poivrons. Et ensuite, enduis-la de miel. Tu pourras me remercier plus tard. Huile d'olive et glace. Pour obtenir une combinaison salée-sucrée méga délicieuse, verse un peu d'huile d'olive et de sel sur ta glace à la vanille. Vraiment, teste. Beurre de cacahuète et sriracha. Encore une combinaison inattendue de deux ingrédients apparemment incompatibles. Mais en réalité, le doux arrière-goût de sriracha rendra le goût collant du beurre d'arachide plus intéressant. Et le beurre, à son tour, atténuera le piquant du sriracha. Pommes vertes et salsa. Tu as peut-être essayé les mangues et les ananas mélangés à de la sauce salsa. Mais alors, pourquoi en serait-il autrement avec les pommes vertes? Leur goût légèrement aigre est parfait pour les plats épicés. Elles compensent toutefois un peu le piquant. Mais en même temps, leur saveur ajoute un goût fort et un peu amer au mélange. Fraises et balsamique. C'est une combinaison italienne qui a fait ses preuves et qui fonctionne étonnamment bien. La saveur du vinaigre donne aux fraises un goût plus doux. Il complète également leur nature juteuse. Pastèque et feta. Aucune salade grecque classique ne peut se passer de feta. Mais ce fromage offre un goût encore meilleur si on le combine avec des fruits, notamment de la pastèque. La structure dense et la salinité de la feta ajoutent une saveur supplémentaire aux fruits rouges et juteux. Sandwich au beurre de cacahuète, à la marmelade et aux goldfish crackers. Le beurre de cacahuète et la confiture sont depuis longtemps un classique. Mais pourquoi les goldfish crackers? Les vrais gourmets savent que ce composant comble toutes les lacunes restantes. Ton sandwich obtient un croquant satisfaisant, il devient plus savoureux et les crackers sont juste assez salés pour équilibrer la douceur de la marmelade. Basilic et fraises. J'ai déjà mentionné les avantages de mélanger des fraises avec du vinaigre balsamique, mais les fraises et le basilic sont tout aussi bons. Tu peux tester cette combinaison en préparant des limonades et d'autres boissons. Le yaourt glacé au basilic et à la fraise a un goût tout aussi délicieux. Marinade de cornichons et poulet. La cuisson du poulet dans la marinade de cornichons permet de garder la viande juteuse. En même temps, cette méthode préserve la saveur naturelle de la viande de volaille. Autre avantage, inutile d'utiliser du sel dans le processus. La saumure est déjà suffisamment salée. Houmous et canneberges séchés. Après avoir trempé ton cracker dans de l'houmous, recouvre-le de plusieurs canneberges séchées. Elles font toute la différence en ajoutant un peu de saveur. Quand tu as faim ou même juste un petit creux, la cuisine est sans doute ta pièce préférée. Et tu penses probablement que tu la connais très bien. En réalité, peut-être pas aussi bien que tu ne le penses. Ta cuisine recèle pas mal de petits secrets cachés dont tu n'as probablement jamais eu conscience. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à quelque chose qui a des trous. Non, on ne va pas parler de gruyère. Bien que toute cette discussion sur la cuisine t'ait sans doute ouvert l'appétit. Au lieu de cela, jette un coup d'œil à tes couteaux de cuisine. Tu remarqueras peut-être que certains d'entre eux ont des trous ou des rainures en travers de la lame. Ces caractéristiques ne sont pas propres à un seul type de lame. Plusieurs de tes couteaux ont probablement ces trous ou ces rainures. Il peut s'agir du couteau à éplucher, du couteau à pain et, bien sûr, du couteau de cuisine préféré de tous, le couteau du chef. Cette caractéristique n'est pas seulement décorative. Il y a plusieurs bonnes raisons à la présence de ces trous et de ces rainures. L'une des principales est de réduire la friction de coupe. Tous les aliments ne sont pas faciles à découper en tranches. Mettons que tu essayes de préparer un délicieux curry de potiron. Bien sûr, tu as ton ingrédient principal et tu voudras peut-être ajouter quelques carottes ou d'autres légumes qui sont tous assez épais et difficiles à couper. Choisis alors un couteau avec des trous ou des rainures. Ils aideront à réduire la friction entre l'aliment difficile à couper et ta lame. Ce couteau sera également plus léger et, par conséquent, te causera moins de douleur au poignet si tu dois couper des aliments pendant longtemps. Les trous dans la lame signifient moins d'acier, ce qui signifie moins de poids. Tu pratiqueras donc plus facilement des coupes nettes dans tes aliments. Une autre fonction de ces trous est de pouvoir suspendre tes couteaux.
notamment les plus grands, qui sont plus difficiles à ranger dans un tiroir. Pour un couteau qu'on utilise fréquemment, comme un hachoir, le fait de l'avoir accroché à portée de main est également pratique. Bien sûr, lorsque tu découpes tes aliments, tu voudras le faire sur une planche à découper, qui, tu l'as deviné, a son propre secret. Tu remarqueras que sur la plupart des planches, il y a un trou en haut de celle-ci. Bien sûr, cela peut être pratique lorsque tu dois la transporter ou la suspendre dans ta cuisine, comme tu l'as fait avec ton hachoir. Mais cette caractéristique a aussi une autre fonction pratique qui ne t'a probablement pas effleuré l'esprit jusqu'à maintenant. Une fois que tu as coupé tes herbes et tes légumes, et toutes ces délicieuses choses que tu vas ajouter à ton plat, place le trou de la planche au-dessus de ta poêle ou de ta casserole. Munis-toi de ton couteau et pousse doucement tes ingrédients à travers le trou pour les faire tomber dans le récipient sans en renverser, et donc sans trop salir ton plan de travail ou tes plaques de cuisson. Savais-tu qu'il existe un moyen secret de couper les oignons sans pleurer ? Tout d'abord, il est important de savoir que ton oignon n'est pas revanchard. Il ne fait pas exprès de te faire fondre en larmes quand tu le coupes. La peau de l'oignon contient en fait des acides aminés. Lorsque tu le coupes, les composés chimiques produits par les entailles sont libérés dans l'air et finissent par te piquer les yeux. La meilleure façon d'étouffer l'émission de ces composés chimiques qui provoquent les larmes est de refroidir l'oignon, soit en le congelant, soit en le passant sous l'eau froide. Dans les deux cas, tu devrais maintenant être capable de couper ton oignon en gardant tes yeux secs et ton sourire intact. Laisse encore couler l'eau pour notre prochain secret de cuisine et nous allons ensuite remplir les bacs à glaçons. Il semble presque impossible de remplir ces bacs sans gaspiller énormément d'eau. Mais la conception d'un bac à glaçons doit justement permettre de le remplir facilement sans inonder ton plan de cuisine. Plutôt que de remplir chaque trou un par un, dirige l'eau sur la zone plate située entre chaque trou. Cela permettra de canaliser l'eau de manière uniforme dans chaque trou sans déborder sur les côtés. Si tu cherches une méthode plus rapide pour remplir ton bac à glaçons, incline-le et verse l'eau dans les deux trous supérieurs. L'eau va couler le long du bac comme une cascade et remplir chaque trou rapidement et proprement. Bien sûr, transporter le bac à glaçons du robinet de la cuisine au congélateur reste une étape difficile, et nous n'avons pas encore découvert de secret pour cela, à part la machine à glaçons automatique. Maintenant, sortons du congélateur et réchauffons-nous un peu. Savais-tu que les aliments épicés ne sont pas vraiment chauds ? Du moins pas dans le sens traditionnel du terme. Un composé chimique présent dans les piments forts, appelé capsaïcine, trompe ton cerveau pour qu'il ressente cette sensation de brûlure dans ta bouche et dans ta gorge. Mais pas d'inquiétude, tu n'es pas vraiment en feu, même si tu en as l'impression. Ton premier réflexe est probablement de prendre un grand verre d'eau et de boire à grande goulée, comme si tu voulais éteindre un incendie. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. L'eau ne fera que répandre davantage la capsaïcine et aggravera la situation. Au lieu de cela, les produits laitiers seront tes meilleurs alliés si tu as besoin de soulager la douleur d'un piment trop épicé. La plupart des produits laitiers contiennent une protéine appelée caséine, qui peut aider à rincer la capsaïcine. Alors, tant que tu as un verre de lait à portée de main, n'hésite pas à faire des expériences d'assaisonnement un peu relevées. En parlant d'assaisonnement, le condiment le plus courant est sans aucun doute le sel. Mais t'est-il déjà arrivé d'attraper la salière à moitié pleine, de la retourner et, bien que tu l'aies secouée et que tu en aies tapé le fond, de ne voir sortir presque aucun grain ? Tôt ou tard, le sel commence à s'agglomérer. Cela a tendance à se produire parce que le sel peut absorber la vapeur d'eau présente dans l'air, puis finir par se dissoudre et s'agglutiner. La solution secrète à ce problème se trouve sous ton nez depuis tout ce temps, et tu ne l'as probablement jamais remarqué. As-tu déjà été surpris par la présence de quelques grains de riz dans la salière sur la table de ton restaurant préféré ? Ils ne sont pas là pour faire joli ou pour ajouter du goût, mais parce que le riz absorbe l'eau encore plus vite que le sel, ce qui permet de garder ce dernier sec plus longtemps. Tu peux tout à fait faire la même chose avec le sel de ta propre cuisine. Ajoute simplement quelques grains de riz longs non cuits dans ta salière et tu remarqueras que ton sel en sortira avec beaucoup plus de facilité. Maintenant, parlons de quelque chose que tu pourrais aromatiser avec ta salière désormais facile d'emploi, ou plutôt ce qui a tendance à en sortir. Comme l'a très justement formulé Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, les pommes de terre sont l'un des aliments les plus variés de la planète. On peut les déguster en bouillie, en purée, en rondelles dans un ragoût, mais si tu ne te décides pas à faire cuire tes pommes de terre aussi vite qu'un hobbit, tu remarqueras probablement que des pousses commencent à germer.
Assez rapidement, ta pomme de terre ressemble à un truc sorti d'un effrayant film de science-fiction. Ce n'est pourtant pas un processus contre nature. Comme pour la plupart des êtres vivants, la reproduction fait partie du cycle d'existence de la pomme de terre, et la germination fait partie du processus de création d'une nouvelle pomme de terre. La vitesse à laquelle ta pomme de terre commence à germer dépend de son exposition à la lumière, de la température, des taux d'humidité et de la durée pendant laquelle elle est restée en sommeil. Si elle est restée au repos pendant un certain temps, elle aura probablement des pousses. C'est une excellente nouvelle si tu prévois de planter ta pomme de terre, mais pas tellement si tu prévois de la manger. Cependant, un secret pour empêcher les pommes de terre de germer trop tôt est de les stocker avec des pommes. Le gaz d'éthylène émis par ces dernières ralentit le processus de germination. En revanche, ne stocke pas tes pommes de terre avec tes oignons. Non, ils ne feront pas pleurer tes pommes de terre, mais ils auront l'effet inverse et les feront germer. Quoi qu'il en soit, les germes sur une pomme de terre sont loin d'être aussi désagréables que la moisissure sur le pain. Lorsque le pain est frais, l'un des usages les plus répandus est d'en faire des toasts. Presque tout le monde a un grille-pain. Et tu seras peut-être surpris d'apprendre qu'il y a probablement un tiroir secret à l'intérieur du tien. Ce qui se trouve dans ce compartiment n'est peut-être pas très excitant, mais il se trouve que c'est une fonction essentielle dont peu de gens connaissent l'existence. Il s'agit du tiroir à miettes. Toutes les miettes et tous les débris de tes toasts atterrissent ici. Pour trouver ce tiroir caché, tu dois le chercher entre les parties supérieures et inférieures de ton grille-pain. Il est essentiel de garder ce tiroir propre. Non seulement cela permet de garder ta cuisine moins sale, mais cela réduit aussi le risque que ton grille-pain ne provoque un incendie. Ce serait regrettable. Voilà, tu connais maintenant quelques secrets de cuisine supplémentaires. Tu vas pouvoir refaire connaissance avec ta cuisine et préparer un bon repas, tout en gardant toutes ces astuces à l'esprit. Bon appétit! Est-ce que tu peux manger ça? On voit parfois des taches étranges sur nos pommes de terre et on se demande si on ne ferait pas mieux de les jeter. Voici 10 conseils sur les aliments pour savoir quand les manger et quand les jeter. Savais-tu que chaque année, 54 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées rien qu'aux États-Unis? Pour remettre les choses en perspective, ce chiffre signifie que près de 40% de toute la nourriture est gaspillée. Les gens en jettent s'ils n'ont pas confiance dans les ingrédients. Ils sont prudents et c'est tout à fait normal. Mais il y a des cas où même si les aliments ont un aspect bizarre, il est tout à fait sans danger de les consommer. Le premier élément de notre liste est le bœuf. Lorsqu'il s'agit de viande, les gens sont naturellement très prudents. Imagine que tu achètes de la viande de bœuf. Plus tard, tu te rends compte qu'elle présente des taches brunes. Si tu as le réflexe de t'en débarrasser immédiatement, sache que ces taches sont normales. Il peut même y avoir des couches brunes à l'intérieur de la viande. Et pourtant, la couleur rouge vif est synonyme de viande fraîche, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Lorsque la viande est coupée pour la première fois, elle est marron. Si la viande est rapidement emballée sous vide, elle gardera cette teinte. Mais si la viande est exposée à l'air pendant une quinzaine de minutes, alors l'oxygène provoquera un changement d'aspect vers le rouge. Ce rouge peut devenir marron lorsque la réaction biochimique commence. Cela peut prendre quelques heures. Les bouchers broient la viande plusieurs fois par jour pour obtenir cette couleur rouge vif. Car ils savent que les consommateurs se méfient du bœuf à l'aspect marron. Si le bœuf est emballé dans un plastique perméable à l'oxygène, il devient rouge vif après avoir été exposé à l'oxygène. Tant que la viande sent bon, qu'elle est fraîche et qu'elle a été conservée correctement, elle peut être consommée en toute sécurité. As-tu déjà vu des lignes sombres sous la carapace d'une crevette? C'est la même chose que pour le bœuf. Les lignes noires sur la chair de tes crevettes sont liées à un phénomène naturel. Elles apparaissent progressivement après que les crevettes ont été sorties de l'eau. La chair est exposée à l'oxygène et le noir devient plus visible avec le temps. Ici aussi, le motif de l'animal lui-même peut entrer en ligne de compte. Ces lignes noires peuvent être une décoloration naturelle sur la crevette. Pense aux chats, ils ont aussi des motifs de couleurs différents, même s'ils sont identiques en termes d'espèces. La prochaine fois, tu pourras réaliser une mini-expérience dans ta cuisine. Mets quelques crevettes côte à côte et observe les légères différences dans leurs motifs de couleur. Les crevettes dégagent une mauvaise odeur lorsqu'elles ne sont plus comestibles. Donc, si elles ont encore une odeur et un goût frais, ne les jette pas. Peux-tu manger du yaourt moisi?
Cette substance verte à la surface n'a pas du tout l'air appétissante, mais si tu l'enlèves à la cuillère, tu auras l'impression d'avoir un yaourt tout frais en dessous. Pourtant, la réponse courte est qu'il faut le jeter. La moisissure n'est visible que sur le dessus, mais elle s'est probablement installée en profondeur. Sans parler du fait que le yaourt aura mauvais goût. De nombreuses moisissures sont inoffensives, mais certaines produisent des substances toxiques. La moisissure verte est un type de pénicillium. Ce mot te semble-t-il familier? C'est le même type de moisissure que celui utilisé dans l'antibiotique appelé pénicilline. Mais ne te réjouis pas trop vite. Manger un yaourt moisi ne te guérira pas des infections bactériennes comme par magie. En 2013, il y a eu une épidémie liée à une gamme de yaourts. Le fabricant a livré ses produits au magasin comme d'habitude, mais au bout d'un certain temps, ces derniers ont reçu des plaintes de clients, disant que le yaourt ressemblait à une soupe au yaourt et avait un goût de vieux. Il s'avère qu'un type de champignon a probablement libéré un peu de dioxyde de carbone. Cela rendait le produit pétillant et provoquait des ballonnements. Le fabricant et un scientifique ont tous deux déclaré que ce champignon en question n'était généralement pas nocif. Pourtant, plus de 200 personnes ont déclaré en avoir été affectées. Ce genre de choses peut encore arriver, donc fais confiance à ton sens de l'observation. Si tu as la malchance de voir de la moisissure dans un yaourt fraîchement ouvert, contacte le fabricant. Tu éviteras peut-être à d'autres personnes de se retrouver dans la même situation en informant l'entreprise d'un problème systémique et en évitant que le produit ne soit gaspillé à l'avenir. De plus, l'entreprise voudra probablement s'excuser et te rembourser ou t'offrir un crédit sur ses produits. Pourquoi les avocats ont-ils parfois des points noirs à l'intérieur ? Techniquement, le fruit reste comestible, mais tu n'as peut-être pas envie de le manger. Les avocats sont une source de nombreuses vitamines, comme les vitamines C, E, K et B6, ainsi que de substances saines comme le magnésium, le potassium et bien d'autres encore. Or, l'avocat travaille dur pour devenir une telle source de nutriments. Et il a ses propres canaux de transport, comme des veines. Ces canaux sont normalement invisibles pour nous, jusqu'à ce que quelque chose sorte de l'ordinaire. L'avocat peut parfois être conservé à des températures froides pendant plus longtemps qu'il ne le devrait. Par conséquent, les cellules des tissus peuvent être affaiblies et commencer à se détériorer. Selon les experts, après la récolte du fruit, s'il reste au réfrigérateur pendant quelques semaines avant que tu ne l'achètes, un brunissement vasculaire peut se produire. Ce phénomène devient visible après avoir conservé l'avocat à température ambiante pendant quelques jours. Mais alors, faut-il le manger ou le jeter ? Tu peux manger les avocats marqués de points noirs, mais il vaut mieux d'abord les goûter. Il se peut qu'ils n'aient pas le même goût qu'un avocat normal. Qu'en est-il de la partie blanche sous la pelure des pommes de terre ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Elles ressemblent à des bleus, mais elles ne sont pas noires. Si la couche extérieure de la pomme de terre semble normale, ces marques blanches d'apparence bizarre ne sont pas de la moisissure. Les pommes de terre moisies se détériorent, elles deviennent molles et ridées. Tant que l'extérieur de la pomme de terre semble propre et régulier, il n'y a probablement pas de croissance microbienne nocive à l'intérieur. Ces marques blanches peuvent être dues à des chocs, probablement pendant la période de récolte. Bref, tu peux la manger sans danger. Il peut aussi y avoir des traces blanches sur la planche à découper quand tu coupes les pommes de terre. Selon les experts, certaines pommes de terre contiennent plus d'eau et d'amidon. Par conséquent, ta planche à découper devient un peu plus sale que d'habitude, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter non plus. Continuons avec une autre forme de pommes de terre, les chips. Quelles sont ces taches noires sur les chips ? Peut-on les manger ou faut-il les jeter ? Tu peux les considérer comme des imperfections mineures qui n'affectent pas la qualité des chips. Encore une fois, elles apparaissent à cause des chocs qu'elles subissent ou à cause du processus de friture. Parfois, tu peux constater que ton ail semble essayer de se reproduire. Oui, il a germé. La question est de savoir si tu peux manger les gousses germées ou si tu dois les jeter. Si le germe vert se trouve au centre de la gousse, c'est bon. Sache que le goût de l'ail sera plus fort qu'il ne l'est habituellement. Mais il sera tout de même acceptable dans un plat cuisiné puisqu'il sera mélangé avec d'autres ingrédients. Le goût ne devrait pas être trop fort. Peut-on manger une pomme avec des vers ? La plupart des gens ne supportent même pas l'idée de croquer accidentellement dans une pomme véreuse. Mais c'est une question de culture. La réponse est oui, on peut la manger. Après tout, les vers ne font qu'ajouter un peu de protéines aux fruits, n'est-ce pas ? Ces animaux ne sont pas porteurs de parasites nocifs, ils se frayent simplement un chemin dans la pomme. Le point d'entrée du fruit peut avoir un goût désagréable, car il est devenu pourri avec le temps. Mais outre le goût, la partie pourrie peut être croquée sans danger.
Ce qui n'est pas sans danger, en revanche, c'est de manger les pommes tombées au sol. Celles-ci ont probablement traîné sur le sol pendant un certain temps et cela peut être suffisant pour que les bactéries nocives du sol se soient faufilées dans la pomme. Dans certains cas, des personnes ont eu des problèmes de santé en buvant du jus de pomme non pasteurisé fabriqué à partir de pommes tombées au sol. Aujourd'hui, nous allons te dévoiler quelques secrets de la restauration rapide. Nous savons déjà tous que nous ne mangeons jamais exactement la même chose que ce que nous voyons dans les publicités. Mais il y a bien d'autres choses à savoir sur la façon dont les fast-foods nous poussent à acheter des produits. C'est comme s'ils faisaient comprendre à notre cerveau « J'ai vu quelque chose de délicieux, prends ça pour moi le plus vite possible ». Imagine que tu entres dans une zone de restauration et que tu sentes toutes ces bonnes odeurs de nourriture. En te baladant, un parfum se détache de tous les autres. Un roulé à la cannelle tout chaud. Certes, ils les cuisent vraiment, mais l'odeur qui parvient à ton nez ne sort pas directement du four. Les chaînes de boulangerie Cinnabon placent leur four près de la porte d'entrée pour attirer les clients. Mais l'odeur n'est pas due qu'à la cuisson. Le personnel fait chauffer des plaques de cuisson saupoudrées de cannelle et de sucre roux pour maintenir l'arôme sucré dans l'air tout au long de la journée. Ces odeurs donnent faim, même si le ventre n'est pas vide. Je te présente le marketing de l'arôme. L'objectif est de rendre les produits irrésistibles. As-tu remarqué l'odeur unique des frites croustillantes de McDonald's ? C'est la même dans tous les magasins du monde. Il s'agit d'une stratégie bien pensée. Lorsque le consommateur sent ces odeurs, son corps augmente la production de gréline. La gréline est l'hormone de la faim. C'est ton estomac qui la produit. Donc oui, ces odeurs peuvent stimuler ton appétit. Une autre stratégie pour attirer les clients consiste à utiliser le pouvoir des couleurs. Elle stimule également l'appétit. Réfléchis aux logos des fast-foods les plus célèbres et aux couleurs utilisées à l'intérieur et dans leur stratégie de marque. Les slogans, les emblèmes ou les plats peuvent changer, mais presque toutes les chaînes de restauration rapide connues utilisent une palette de couleurs similaire. Ce n'est pas une coïncidence. Des recherches ont prouvé que ces teintes chaudes activent la faim. De plus, elles attirent l'attention. Imagine un feu de circulation ou un panneau d'arrêt. On a envie de s'arrêter. Autrefois, les gens dépensaient beaucoup de calories pour trouver leur nourriture. Et toi, tu vas chasser des animaux et cueillir des herbes ? Non. Il te suffit de te rendre dans un restaurant au coin de la rue pour obtenir ton repas en 5 minutes. Comme cette nourriture n'est pas chère et qu'elle est servie rapidement, le système de récompense de ton cerveau la privilégie. La commodité crée également une dépendance, comme le sucre. Les marques en sont conscientes, ce qui nous amène au point suivant. Les entreprises savent comment fonctionne notre cerveau et le manipulent. Si l'on te demande si tu veux des frites ou une boisson en plus grande quantité, il est probable que tu répondras par l'affirmative. Chaque marque gagne des millions de dollars rien qu'en augmentant la taille des menus, par exemple. Augmenter la taille des menus coûte moins cher, mais oups, en réalité, on vient de dépenser plus que ce que l'on avait prévu. Le format de prix et le menu à 1 $ font aussi partie de cette astuce. La publicité annonce des chiffres tels que seulement 5,89. C'est presque 6, mais ton cerveau l'associe au chiffre 5, parce qu'il y a écrit 5 et non 6. De plus, les décimales sont parfois petites et difficiles à lire. Lorsque l'on choisit l'option à la carte, les plats sont placés sur les côtés et les plats à valeur ajoutée sont affichés en gros plan. Lorsque tu regardes les prix, une zone de ton cerveau, appelée cortex orbitofrontal, prend le contrôle. Les recherches montrent que lorsqu'une personne achète quelque chose en sachant qu'il y a une meilleure option, l'activité cérébrale présente des signes de souffrance. L'offre est intéressante, mais si tu l'acceptes, tu finiras par manger plus. Peut-être voulais-tu seulement déguster un hamburger, mais tu te retrouves aussi à dévorer des frites et à boire un soda. Cela dit, c'est parfait si c'est ce que tu voulais depuis le début. Je n'ai rien à redire à cela. Tu sais que tes hamburgers sont emballés dans du papier anti-graisse. Cela signifie que ce papier peut contenir des substances chimiques nocives. Des chercheurs ont testé des échantillons prélevés sur 400 récipients et emballages de chaînes de restauration rapide. Ils ont découvert que 38% des emballages de sandwich et de hamburgers contenaient du fluor, une substance plutôt toxique. Et les emballages de sandwich et de hamburgers ne sont pas les seuls concernés. Ils ont également découvert que 56% des emballages de desserts et de pain et 20% des pochettes de frites contenaient du fluor.
Malheureusement, les fast-foods ne sont pas les seuls à être nocifs. Leurs emballages le sont aussi. Voici un autre tour de passe-passe. Lorsque tu vas chercher un encas au drive-in, les machines reconnaissent ta plaque d'immatriculation et sur la base de tes achats précédents, font défiler devant toi des options analogues. Une autre caractéristique des drive-in est qu'ils sont équipés de caméras. Parfois, il suffit de parler à l'aide de la sonnette. On ne voit pas le personnel, mais attention, lui peut nous voir dans certaines chaînes. Celles-ci utilisent des dispositifs tels que des capteurs magnétiques pour détecter les véhicules. Les employés sont alors avertis par leurs écouteurs. Ils appuient sur un bouton spécial pour activer leur micro. Sans capteur, sans caméra et sans fenêtre, comment pourraient-ils te voir arriver? Ils ne sont pas médiums. Ne t'inquiète pas trop cependant. Les employés ne se soucient probablement pas de ce que tu fais. Ils ont 1 million d'autres choses à faire. Imaginons que tu prennes un hamburger au drive-in, il contient de la viande grillée, mais attends un peu, est-elle vraiment grillée? Mauvaise nouvelle. On ajoute à la viande une solution, une sorte de sauce à la saveur grillée qui crée de fausses lignes de grillade. Il est impossible de faire griller de la viande dans un délai aussi court. Mais les clients aiment cet aspect, alors ils choisissent cette option. En parlant de trucage, les fast-foods sont très industriels et transformés. Je veux dire par là que la saveur des hamburgers et des nuggets disparaît souvent au cours du processus. Pour compenser cela, les entreprises ajoutent des produits chimiques spéciaux pour donner du goût et de l'arôme aux aliments. Nous avons déjà parlé des astuces utilisées par les enseignes dans les drive-in. Il est temps de révéler les secrets des kiosques en libre-service. Les consommateurs ont tendance à dépenser plus lorsqu'ils commandent leur repas par l'intermédiaire de ces bornes. Les restaurants prévoient que les clients dépenseront environ 20% de plus. Le système de ces kiosques est conçu pour faire de la vente incitative. Les caissiers posent des questions, mais lorsque l'on utilise un kiosque en libre-service, on ne se sent pas bousculé ou peut-être jugé pour sa commande et ses choix. Un procès a été intenté aux États-Unis concernant le sandwich au thon d'une chaîne de restauration rapide. Il s'est avéré que l'ingrédient présenté comme du thon n'en contenait pas du tout. C'est ce qu'ont conclu des tests effectués par des laboratoires indépendants sur plusieurs échantillons prélevés dans cette chaîne en Californie. La chaîne de restauration rapide a déclaré que les allégations étaient fausses. Nous devons donc attendre et voir ce qu'il en est. Voici un fait sur les nuggets, et il est prouvé. Cela peut être difficile à digérer, mais les nuggets ne contiennent souvent pas de poulet. Des scientifiques les ont testés et ont constaté qu'ils ne comportaient généralement que 50% de viande. Apparemment, il existe un procédé appelé viande séparée mécaniquement. Le reste du produit provient de là. Envie de manger un blizzard, un cornet ou un parfait de chez DQ? Personne ne peut t'en empêcher. Mais tu dois savoir que, techniquement, ce que tu manges n'est pas de la crème glacée. Les boissons gazeuses de Dairy Queen contiennent 5% de matière grasse laitière. Selon la FDA, un produit doit contenir au moins 10% de matière grasse laitière pour être considéré comme de la crème glacée. Cela dit, l'entreprise ne garde pas ce détail pour elle. C'est effectivement écrit sur son site web. Qu'en est-il des coupons de réduction ou des produits gratuits? Tout cela fait partie du plan. Certaines personnes vont au restaurant avec des bons de promotion. Ils se disent « je pourrais aussi avoir ceci ou cela puisque je suis déjà là ». La majorité d'entre eux achètent autre chose, et l'article qu'ils choisissent est souvent plus cher que celui qui était gratuit sur leur coupon. Il arrive que les gens veuillent choisir des options plus saines dans les chaînes de restauration rapide. Ils ne comprennent peut-être pas que ce qui est sain n'est pas forcément si bon au final, si la personne commande une salade de poulet remplie de sauce. Elle risque même de consommer plus de calories qu'un hamburger. En outre, les options plus saines coûtent souvent plus cher que les produits ordinaires. Quoi qu'il en soit, cette liste ne cesse de s'allonger. Après tout, l'industrie de la restauration rapide est énorme. Il s'agit de milliards de dollars. C'est peut-être pour cela qu'il y a beaucoup de secrets dans les coulisses. Nous avons parlé de tout cela et maintenant, j'ai envie de commander un hamburger. Chacun a ses rituels matinaux pour bien commencer la journée après une nuit de sommeil. En plus des étirements et de la douche chaude, le premier aliment que tu mets dans ton ventre affamé peut définir le reste de ta journée. C'est pourquoi il est bon de savoir quels aliments ne sont tout simplement pas faits pour être mangés à jeun. Commençons par les bananes. Ce fruit est un excellent choix pour un petit déjeuner sain, n'est-ce pas? Faux. Aussi saine et pleine d'énergie soit-elle, la banane crue peut semer le chaos dans ton estomac si tu la manges au mauvais moment.
Ce fruit est riche en magnésium, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs. De plus, dans certains cas, il peut aussi provoquer des fluctuations de la pression artérielle. Si tu ne peux pas te passer de ta banane matinale, mélange-la au moins avec des flocons d'avoine. Cela crée une doublure dans l'estomac qui empêche l'irritation causée par l'acide chlorhydrique produit naturellement. Les bananes se marient toutefois bien avec d'autres aliments sains comme le porridge, le beurre de cacahuète, les fruits secs et les noix. Qu'y a-t-il de meilleur qu'un croissant chaud et croustillant pour le petit déjeuner ? Certes, c'est un régal, mais les gâteaux, pâtisseries, pizzas et autres produits panifiés contiennent généralement de la levure qui peut nuire à la muqueuse de l'estomac si elle est consommée à jeun. De plus, les produits panifiés peuvent provoquer des flatulences. Ce n'est donc pas le type d'aliment qu'il convient de manger en premier le matin. Mais tu peux remplacer les produits panifiés ordinaires à la levure blanche par du pain complet au levain. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs choix alimentaires juste après le réveil. Ce type de pain est riche en glucides, important pour une alimentation équilibrée et pour garder tes bactéries intestinales heureuses. Un verre de jus de fruits frais est à la fois alléchant et photogénique lorsqu'il est posé sur un plateau de petit déjeuner complet. Mais malheureusement, les choses ne seront pas aussi glamour à l'intérieur de ton estomac. Les smoothies et jus de fruits sont trop riches en fructose, ce qui peut surcharger ton pancréas et ton foie encore endormis. Bien qu'ils soient excellents à tout moment de la journée, il vaut mieux consommer les agrumes après avoir mangé autre chose. Sinon, ils peuvent causer de grands dommages à l'organisme. La teneur élevée en fructose et en fibres peut rendre ton métabolisme plus lent pendant la journée. Et les experts recommandent de ne pas manger plus de 2 oranges par jour pour éviter les dérangements intestinaux. Si tu ne peux pas imaginer ta matinée sans fruits, opte pour la papaye ou la pastèque. Ils peuvent t'aider à évacuer les toxines de ton corps et te faire sentir plus léger pendant la journée. Les salades fraîches sont excellentes dans la plupart des cas, mais les experts déconseillent de manger des légumes crus à jeun. Après un jeûne de longue durée, ton ventre peut avoir du mal à digérer les fibres épaisses. Alors si tu ne veux pas ressentir de douleur et d'inconfort, garde ta salade pour plus tard. Parlons maintenant de la mode de boire de l'eau chaude le matin. Tu as probablement vu un grand nombre de ces variations. Les blogueurs suggèrent de mélanger l'eau chaude avec toutes sortes de choses, du jus de citron aux graines de chia, en passant par le bicarbonate de soude. Bien sûr, chacune de ces potions magiques nécessite des recherches distinctes et une approbation scientifique. Mais la plupart des experts s'accordent à dire qu'un verre d'eau tiède pure le matin est un excellent moyen d'entamer ton transit intestinal et de le préparer pour la journée. En revanche, il est déconseillé de boire des boissons froides si ton estomac est vide, car elles peuvent endommager la muqueuse. Cela peut rendre ton système digestif plus lent, voire dans certains cas, provoquer une gêne et des maux d'estomac. Concernant le café du matin, la règle est simple. Si tu veux rester en bonne santé, ne bois jamais de café à jeun. Lorsque tu le fais, cela stimule la sécrétion d'acide chlorhydrique nocif pour ton système digestif. Cela peut non seulement provoquer une gastrite de temps en temps, mais aussi développer de nombreux problèmes de santé à long terme. De plus, le café augmente le niveau de cortisol, l'hormone qui contrôle notre horloge biologique. Cela se produit très rapidement et le corps doit faire un effort supplémentaire pour rééquilibrer les choses et revenir à un état normal. C'est pourquoi les experts recommandent de boire du café 1 heure après le réveil. Il vaut mieux aussi manger quelque chose avant, même une toute petite tranche de pain fera l'affaire. Si tu aimes manger du yaourt avec du granola ou tout autre produit laitier fermenté au petit déjeuner, assure-toi de manger quelque chose d'autre avant. Idéalement, il faut attendre environ 1 heure. Sinon, les produits laitiers peuvent endommager les bonnes bactéries de ton estomac et provoquer l'effet inverse de celui pour lequel ils sont faits. Mais cette recommandation ne s'applique pas au fromage. Si tu veux épargner ton système digestif, opte pour la feta ou le fromage blanc. Ces graisses saines sont tout simplement parfaites pour le matin. Le fromage de chèvre est aussi une bonne idée. Il est plus doux et plus acidulé que la plupart des fromages de vache. Et il a aussi tendance à être légèrement plus riche en graisse et en minéraux et moins riche en lactose. De nombreuses personnes mangent du chocolat ou des barres protéinées au petit déjeuner. En réalité, le sucre transformé est le champion des pires choix pour le petit déjeuner. Tout aliment ou boisson riche en sucre doit être évité juste après le réveil le matin. Mais cela ne veut pas dire que tu dois bannir complètement le chocolat. Il peut t'aider à chasser la morosité matinale et améliorer ton humeur pendant la journée. Le chocolat peut favoriser les sentiments positifs car il stimule la production d'hormones responsables de notre bonne humeur.
C'est pourquoi une quantité raisonnable de chocolat de bonne qualité après le petit déjeuner peut être bénéfique pour ton bien-être. N'oublie pas que le chocolat noir contient plus de caféine, tandis que le chocolat blanc n'en contient pas. Donc, si tu veux rester alerte, opte pour du chocolat noir à 70%. Non seulement il t'aide à rester éveillé, mais il renferme aussi des nutriments utiles comme le calcium, le cuivre, le potassium, les antioxydants et le magnésium. Le chili au piment a beau être délicieux, ce n'est pas le meilleur choix pour le petit déjeuner. Lorsque tu manges des aliments épicés à jeun, cela irrite la paroi vulnérable de ton estomac. Donc, si tu ne veux pas risquer de souffrir de maux de ventre tout au long de la journée, il est préférable de garder le chili pour le dîner. Après cette longue liste, tu te dis peut-être que tous les aliments sont mauvais à jeun, mais ce n'est pas le cas. Il existe de nombreuses options de petit déjeuner sûres et saines qui t'aideront à améliorer le fonctionnement de ton corps. Commençons par les noix. Ces petites réserves d'énergie sont riches en vitamines, minéraux, protéines et bons acides gras oméga 3. Les manger en premier le matin peut être très nutritif. Ils te donneront de l'énergie pendant la journée et t'aideront à lutter contre les mauvaises habitudes de suralimentation. De plus, la consommation de noix peut t'aider à maintenir l'équilibre du pH dans l'estomac. Mais bien sûr, la modération est cruciale car les noix sont très grasses. Les experts conseillent de n'en manger qu'une poignée par jour, ce qui correspond à environ 2 cuillères à soupe. Certains recommandent de faire tremper les noix dans l'eau toute la nuit pour qu'elles soient encore plus bénéfiques et faciles à digérer. La même technique fonctionne pour les dattes, les raisins secs et autres fruits secs et baies. Si tu te préoccupes à la fois de ton poids et de ta santé, les œufs sont le choix idéal pour le petit déjeuner. Ils peuvent te donner une sensation de satiété sans lourdeur, ce qui aide à contrôler l'appétit pendant la journée. De plus, ils sont riches en protéines et pauvres en calories. 2 cuillères à soupe de germes de blé avant le petit déjeuner t'apporteront un tas de vitamines et d'acide folique. Ce super aliment contient des fibres alimentaires qui aident ton système digestif à bien fonctionner. On dit aussi qu'il a certaines propriétés anti-âge. Voici un autre super aliment bien connu qui peut te garantir à la fois bonne humeur et digestion facile. Les graines de chia. Elles sont encore plus bénéfiques lorsqu'elles sont consommées à jeun. À toi de décider si tu les consommes seules ou avec de l'eau. Lorsque tu consommes du miel au réveil, il peut donner un coup de boost à ton intestin endormi. De plus, le miel peut stimuler la production de sérotonine pour t'aider à te sentir bien pendant la journée. Mais d'abord, assure-toi que tu n'y es pas allergique. Quelques-unes des pommes de terre que tu as dans ton garde-manger sont devenues vertes. Peut-on encore les manger sans danger ? Lorsque ces légumes entrent directement en contact avec la lumière du soleil, ils deviennent verts à cause d'une chose appelée chlorophylle. Un pigment vert permettant la transformation de l'énergie lors d'un processus que l'on appelle la photosynthèse. Pour éviter que tes pommes de terre ne verdissent, tu dois les conserver dans un endroit sombre et bien ventilé. Bien que la chlorophylle elle-même soit sans danger, lorsque cette substance est présente en grande quantité dans une pomme de terre, elle entraîne l'apparition d'un autre élément, la solanine. Cette substance se trouve dans les tomates, les aubergines et surtout les pommes de terre. Non seulement elle donne à ces aliments un goût amer, mais elle peut aussi causer de graves problèmes de santé, liés par exemple à la digestion. Bien qu'il soit préférable de s'abstenir de manger des pommes de terre vertes, tu peux toujours vérifier si elles sont bonnes en les goûtant. Si elles sont un peu amères, il vaut mieux les jeter. Et les pommes de terre germées, sont-elles bonnes à manger ? Cela dépend. Cette substance, la solanine, joue là encore un rôle important. Si une pomme de terre a l'air bonne et qu'elle n'a que quelques petits germes, tu peux les enlever et consommer tes pommes de terre. Mais ta patate ne sera pas très jolie. Alors, si tu as besoin de beaux légumes dans ton plat, mieux vaut laisser de côté ces pommes de terre légèrement germées et les utiliser pour autre chose, comme des soupes ou de la purée. Mais si ton féculent a l'air d'avoir des bras et des jambes, le bon choix est de le mettre à la poubelle. Mis à part les troubles digestifs, c'est aussi une question de goût, et il n'y a vraiment aucune raison de ne pas l'écarter. Voici d'autres conseils grâce auxquels tu pourras cuisiner en toute sécurité. Comment par exemple laver les fruits et légumes à peau dure comme les melons ou les concombres. Ne faire que les rincer sous l'eau ne sera souvent pas suffisant pour les débarrasser de toutes les saletés qui se trouvent à leur surface. Le mieux est de remonter ses manches et d'utiliser une brosse à récurer stérilisée qui pénétrera bien et nettoiera tes légumes comme il faut. Ainsi, tu éviteras de faire passer la saleté et les bactéries de la peau de tes légumes à ton couteau ou à ta planche à découper.
Tu es fan de viande grillée? Tu ferais donc bien de te procurer un thermomètre alimentaire pour t'assurer que tes aliments sont sans danger. Un cuisinier professionnel ou expérimenté saura facilement reconnaître si sa viande est prête. Mais si tu n'es vraiment pas sûr que ton aliment est cuit, un thermomètre te sera d'une aide précieuse. Les spécialistes affirment que les morceaux de viande doivent atteindre une température interne minimale de 60 degrés Celsius avant de pouvoir être servis. Le poisson doit atteindre 63 degrés. Et il faut à la viande hachée un minimum de 71 degrés. La volaille ou la viande précuite, comme les hot dogs, doivent être chauffées à au moins 74 degrés Celsius. Pour bien conserver tous les aliments que tu as achetés pour la semaine à venir, tu dois aussi t'assurer que tes appareils ménagers fonctionnent correctement et sont réglés sur les bonnes températures. La température de ton réfrigérateur, par exemple, doit être de 4 degrés Celsius au maximum. Quant à la température de ton congélateur, elle doit être de moins 18 degrés Celsius ou inférieure. Le thermomètre dont j'ai parlé précédemment peut également être utile pour vérifier si tes appareils fonctionnent correctement. Bonne nouvelle, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui équipés d'un thermomètre intégré. Tu souhaites apporter des aliments à la soirée barbecue de tes voisins? Assure-toi de les garder au frais pendant le trajet. La viande, la volaille et les fruits de mer doivent être transportés à 4 degrés Celsius au maximum. Tu peux toujours utiliser une glacière, veille simplement à placer ces parties réfrigérantes dans ton congélateur un peu avant. La façon dont tu ranges tes aliments dans ton réfrigérateur peut aussi affecter leur qualité. La viande crue, par exemple, doit être stockée sur l'étagère inférieure de ton réfrigérateur. Il est aussi préférable de la garder loin des produits frais et des plats cuisinés. Il y a eu une longue panne de courant chez toi récemment? Désolé, tu dois jeter tout ce qui se trouve dans ton réfrigérateur. Si ton frigo n'a été hors tension que pendant quelques minutes, tu ne cours probablement aucun risque. Au-delà de ça, tu devras te débarrasser de toutes les denrées périssables. En ce qui concerne les conserves, tu dois prendre en compte leur taux d'acidité. Les produits dont l'acidité est élevée, comme les tomates, le pamplemousse et l'ananas, peuvent être conservés pendant 12 à 18 mois s'ils ne sont pas ouverts. Les légumes, la viande, la volaille et le poisson en boîte peuvent être conservés plus longtemps, entre 2 et 5 ans, dans de bonnes conditions de stockage et si la boîte elle-même n'est pas endommagée. Si ta conserve est rouillée ou présente des bosses, retire-la de ton garde-manger. Tu dois aussi faire attention au stockage des aliments acides, comme tu ne dois jamais utiliser de casserole réactive. Tu sais peut-être que l'aluminium est très utilisé en cuisine, car il conduit bien la chaleur. Mais cuisiner ou stocker quelque chose dans une casserole en aluminium n'est pas toujours le meilleur choix. La sauce tomate, par exemple, peut endommager tes plats en aluminium ou en fonte, et le goût et la couleur de tes mets en seront affectés. Les casseroles non réactives sont l'option la plus sûre, alors assure-toi d'investir dans une batterie de bonne qualité en acier inoxydable, en émail ou en verre. Les aliments ont souvent meilleur goût si tu les fais mariner au préalable. Veille simplement à toujours le faire dans ton réfrigérateur. Si tu laisses tes produits sur ta table, ils seront vite à température ambiante, et les bactéries commenceront alors à se multiplier. Cela peut être dangereux si tu ne cuis pas ensuite tes aliments à une température suffisamment élevée, et tu ne dois jamais réutiliser une marinade. La première règle lorsque l'on prépare ses ustensiles pour le dîner, une planche à découper pour chaque type d'aliment. Il doit y en avoir une pour la viande et les fruits de mer, et les autres te serviront pour les légumes, les fruits et les pâtisseries. C'est le meilleur moyen d'éviter la contamination croisée dans ta cuisine. Et à propos de planche à découper, tu ferais bien d'investir dans une bonne planche en bambou. Ce bois absorbe peu ou pas du tout d'humidité et résiste bien à la lame des couteaux. Son utilisation est recommandée contre les bactéries et il dure très longtemps. Et puis c'est un très beau matériau. Les œufs peuvent te causer beaucoup de problèmes s'ils ne sont pas bien conservés. Voici donc quelques conseils. Les œufs frais peuvent être consommés en toute sécurité jusqu'à 3 semaines après leur achat. Conserve-les dans leur boîte d'origine. Les œufs durs doivent être consommés dans la semaine, qu'ils aient leur coquille ou non. Enfin, si tu gardes des restes de plats à base d'œufs dans ton réfrigérateur, assure-toi de les consommer dans un délai de 3 à 4 jours. Nous préférons tous une pâte à crêpes fluide et sans grumeaux, n'est-ce pas? Mais trop mélanger n'est pas toujours une si bonne idée. En y allant trop fort, tu peux entraîner la formation de gluten dans ta farine, ce qui te donnera une pâte trop dense. L'astuce consiste à mélanger doucement jusqu'à ce que le tout soit homogène.
S'il existe tant de formes et de tailles de pâtes différentes, c'est pour une bonne raison. Tu dois associer un type de pâte à une texture de sauce spécifique. Le type coquille, par exemple, passe bien avec les sauces denses et épaisses. Pourquoi ? Parce que la sauce va se glisser à l'intérieur des pâtes et elles sont alors faciles à servir et à déguster. Leur surface nervurée permet aussi une répartition homogène de la sauce. La prochaine fois que tu rates une fournée de biscuits en les faisant brûler, utilise une râpe pour les sauver. Tu n'as qu'à gratter les parties noircies après avoir soigneusement retiré tes biscuits de ta plaque. Et s'ils sont un peu abîmés, tu peux toujours les tremper dans du chocolat fondu. Une fois que le chocolat aura refroidi, tu auras des biscuits aussi jolis que délicieux. C'est l'heure du déjeuner. Vous choisissez un délicieux morceau de poulet, mais oh non, il se retrouve par terre au lieu d'atterrir dans votre bouche. Vous vous empressez de le ramasser et de le manger quand même. Parce que vous savez, la règle des 5 secondes, et tout ça. Les mauvaises bactéries n'auront tout simplement pas le temps de sauter sur votre nourriture si vous êtes assez rapide. Et donc, s'agit-il d'une réalité ou d'une légende urbaine ? Certains attribuent cette histoire au célèbre Gengis Khan, fondateur et dirigeant de l'Empire mongol. Selon la légende, si de la nourriture tombait par terre lors d'un banquet, ce n'était pas grave si Khan l'avait décrété ainsi. Sa nourriture était censée être si spéciale qu'elle était bonne pour tout le monde, même si elle était tombée par terre. À l'époque, les gens ne savaient pas grand-chose de ces micro-organismes gênants et de la manière dont ils pouvaient nous rendre malades. Manger de la nourriture tombée par terre n'avait donc rien d'extraordinaire. Pour les gens de l'époque, il suffisait d'essuyer les saletés visibles pour que tout aille bien. Ainsi vit le jour la règle de Khan. Peut-être avait-il tout simplement un système immunitaire exceptionnel. Avançons maintenant en marche rapide jusqu'à la reine de la télévision culinaire, Julia Child. Alors qu'elle préparait des plats alléchants dans son émission The French Chef, le chef français, certains téléspectateurs ont affirmé l'avoir vu faire tomber de l'agneau, du poulet ou même une dinde sur le sol. En réalité, c'est une galette de pommes de terre qui a atterri sur la cuisinière et non sur le sol. Dès parce qu'elle aime s'amuser en cuisine, Julia a déclaré « Mais vous pouvez toujours la ramasser, et si vous êtes seul dans la cuisine, personne n'en saura rien. » C'est ainsi que cette histoire passée dont on ne se souvient pas bien est devenue un élément de la culture populaire. Dans la réalité, lorsque votre nourriture touche le sol, c'est comme un aimant à bactéries. Ce morceau de poulet ne manquera pas d'attraper des micro-organismes indésirables. Vous ne pouvez pas vous contenter de désinfecter rapidement votre nourriture tombée au sol, comme vous le feriez avec vos mains. Quant à la règle des 5 secondes, elle n'est pas si simple. Certains aliments ont de meilleures chances de survie après une chute. Des chercheurs de l'université Rutgers ont découvert que l'humidité, le type de surface et le temps de contact jouent à tous un rôle dans le degré de contamination. Les aliments à forte teneur en eau, comme la pastèque, sont les principaux victimes de la contamination, car ils attirent plus de bactéries que n'importe quel autre aliment testé. Par ailleurs, tous les environnements et toutes les surfaces ne sont pas égaux. Lors de l'expérience, par exemple, la moquette présentait un faible taux de transfert, alors que l'acier inoxydable et le bois présentaient des taux de transfert plus élevés. Dans une autre étude, pour voir combien d'organismes ils y trouveraient, des chercheurs ont effectué des prélèvements sur les sols de l'Université de l'Illinois, dans le laboratoire, le hall, le dortoir et la cafétéria. Ils ont été surpris de ne trouver que très peu de micro-organismes. C'est probablement parce que la plupart des bactéries malveillantes, comme la salmonelle, la listeria ou le coli ne peuvent pas survivre sans humidité, et que les sols étaient tous secs. Cela dit, même sur des surfaces sèches et stériles, les germes se sont déplacés sur des biscuits et des bonbons en moins de 5 secondes. Pour certains aliments, il faut moins d'1 seconde pour que le transfert commence. La règle des 5 secondes n'est donc pas vraiment une règle, en fin de compte. Il s'agit plutôt d'une légende urbaine et d'un effet psychologique sur votre esprit. Les psychologues expérimentaux expliquent que lorsqu'il s'agit de prendre une décision, nous, les humains, ne procédons pas toujours à une analyse rigoureuse des risques et des avantages. Non, nous nous en remettons aux fidèles acolytes de notre cerveau, les heuristiques. Ce petit raccourci mentaux nous aide à prendre des décisions rapides comme l'éclair, en fonction des informations dont nous disposons. Parfois, ces raccourcis peuvent nous mener dans la mauvaise direction, comme dans le cas des germes. Ceux-ci sont de petits perturbateurs invisibles, alors que la nourriture est réelle et précieuse. Ainsi, lorsque vous faites tomber un précieux morceau de nourriture sur le sol, par exemple un M&M jaune aux cacahuètes, votre cerveau se dit « Je ne vois pas de germes, je peux donc le ramasser en toute sécurité ». Tous les encas tombés au sol ne vous rendent pas malade, mais cela dépend aussi de vous. Notre système immunitaire, en particulier chez les très jeunes et les très vieux,
peut être un peu plus fragile et vulnérable. Il est donc essentiel de ne pas transmettre cette habitude douteuse aux plus petits. N'oubliez pas qu'ils nous observent en permanence. Un autre mythe populaire lié à l'alimentation est que les glucides sont toujours mauvais pour la santé. En réalité, certains glucides sont très importants, car ils sont transformés en carburant pour notre corps. Ces glucides complexes, comme on les appelle, se trouvent dans les aliments d'origine végétale. Ce sont eux qui permettent à notre système digestif de fonctionner correctement et à notre métabolisme de se maintenir en équilibre. Les vrais méchants sont les glucides simples. Les fabricants les ajoutent aux aliments transformés sous forme d'amidon et de sucre. Lorsque nous les avalons, ils se transforment rapidement en sucre dans le sang, causant toutes sortes de dégâts. Des manifestations classiques de ces dégâts sont, par exemple, les pics de faim soudains ou la sensation de faim qui apparaissent peu de temps après avoir mangé. Et il existe d'autres effets plus graves pour votre santé. Les bons glucides, tels que les fibres et le son, sont dotés de qualités nutritionnelles qui ralentissent la digestion et libèrent progressivement le glucose. Il existe un tas de choix judicieux à faire en matière de glucides pour éviter les problèmes. Par exemple, optez pour du pain complet et remplacez les sodas par de l'eau gazeuse. Il est aussi possible d'essayer la méthode de l'assiette. Remplissez la moitié de votre assiette avec des légumes riches en fibres et sans féculents. Réservez un quart pour les féculents comme les pommes de terre ou pour une friandise fruitée. Et gardez le dernier quart pour les protéines. Le poisson, la volaille, les haricots, les noix, les œufs et les lentilles devraient devenir vos nouveaux amis alimentaires. Contrairement à l'idée reçue, les fruits et légumes surgelés ou en conserve ne sont pas inutiles. Des études ont montré que les aliments végétaux congelés, séchés, en jus ou en conserve, peuvent être tout aussi nutritifs que leurs équivalents frais. Il suffit de surveiller les ingrédients ajoutés sournoisement, comme les sucres, les graisses saturées ou le sodium. Les températures élevées au cours du processus de mise en conserve peuvent affecter certaines vitamines, comme les vitamines C et B. Mais ces vitamines étant un peu plus fragiles que les autres. Et donc, un peu plus sensibles à la chaleur et à l'air en général, elles peuvent disparaître même avec des aliments frais pédant la cuisson et même le stockage à la maison. Par ailleurs, saviez-vous que certains aliments en conserve, comme les tomates et le maïs, libèrent en réalité davantage d'antioxydants lorsqu'ils sont chauffés? Avez-vous déjà essayé d'ajouter du céleri à votre régime alimentaire, simplement parce que sa consommation est censée brûler plus de calories que vous n'en absorbez? Selon les experts, les aliments à calories négatives ne sont rien d'autre qu'une idée fantaisiste. Certes, le processus de mastication et de digestion du céleri brûle quelques calories, mais pas de manière significative. Un gros bâton de céleri peut contenir une dizaine de calories, mais le corps n'en utilise qu'un cinquième pour le transformer. Il s'agit donc toujours d'un apport calorique supplémentaire. De plus, il est peu probable que vous puissiez survivre uniquement avec du céleri, et c'est souvent un piège qui peut vous mener vers des aliments plus délicieux, comme le fromage frais ou le beurre de cacahuète. Nous sommes tous pareils. Certes, les fruits et légumes riches en fibres et en eau, comme le céleri, peuvent être des alliés précieux pour la perte de poids, car ils remplissent l'estomac et augmentent la sensation de satiété, vous empêchant ainsi de vous gaver de calories plus tard. Cependant, ils ne brûleront pas comme par magie les calories que vous avez déjà consommées. Certains prétendent que certains aliments ou boissons font travailler davantage le corps. Par exemple, votre corps a besoin de réchauffer de l'eau froide jusqu'à ce qu'elle atteigne 37 degrés Celsius. Toutefois, aucune étude solide ne vient étayer l'idée que les buveurs d'eau froide brûlent beaucoup plus de calories. Si vous avez de la chance, vous ne brûlerez que 5 calories. La caféine, la guanine, la taurine et les extraits de thé vert ont été vantés pour leurs propriétés stimulant le métabolisme, mais là encore, il ne s'agit que d'un petit coup de pouce qui pourrait potentiellement vous faire perdre à peine 5 kilos en un an. Conclusion, la meilleure façon de contrôler votre poids est de consommer moins de calories que ce que vous n'en brûlez, par l'exercice et pas seulement par la digestion. L'eau gazeuse n'est pas plus mauvaise que sa version plate. Lorsque le dioxyde de carbone et l'eau se mélangent, ils réagissent chimiquement pour créer un acide faible appelé acide carbonique. Ils chatouillent les mêmes récepteurs nerveux de la bouche que la moutarde. C'est pour cela que vous éprouvez cette sensation délicieuse et piquante. Bien que l'eau gazeuse soit un peu acide, sa consommation n'entraîne pas l'acidification de l'ensemble de l'organisme. Vos reins et vos poumons interviennent pour éliminer tout excès de dioxyde de carbone de votre organisme. Ce n'est pas non plus mauvais pour l'émail de vos dents. Une étude a montré que l'eau minérale gazeuse n'avait qu'un faible impact sur l'émail par rapport à l'eau plate. Elle était 100 fois moins nocive qu'une boisson gazeuse sucrée. Gardez donc votre boisson pétillante sans sucre
et vous devriez être en sécurité et en bonne santé. Des frites dorées mythiques, à la machine à glace en panne, voici 10 secrets que l'industrie de la restauration rapide ne veut vraiment pas que tu connaisses. Ah, les nuggets de poulet. Ces croquettes dorées et croustillantes que l'on trouve dans les chaînes de restauration rapide. Aujourd'hui, elles figurent même au menu des cantines scolaires. Et si je te disais qu'en réalité, elles ne sont pas uniquement composées de poulet? Des chercheurs ont prélevé des échantillons de nuggets de poulet dans les chaînes de restauration rapide au hasard et les ont analysés. Selon les conclusions de l'étude, un échantillon ne contenait que 40% de viande et un autre 50%. Le reste, eh bien, on trouve aussi et surtout de la graisse, du tissu cellulaire et des fragments d'eau dans les nuggets. De nombreuses entreprises de restauration rapide réduisent la viande en bouillie en ajoutant ces éléments. Ils forment ensuite mécaniquement des boules de morceaux de poulet. Pourquoi? Peut-être parce que cette méthode est moins chère et plus rentable. Des millions de restaurants dans le monde affichent des nuggets à leur menu. D'un point de vue scientifique, on ne peut pas affirmer que tous les nuggets sont fabriqués de cette manière, mais de nombreuses études le suggèrent. Plus la viande est transformée, plus elle perd ses bonnes propriétés, comme la vitamine B6 et B12. La mère vérité est que les entreprises ajoutent des substances, comme le sodium, à la préparation mixée. Le sodium est ajouté pour améliorer la saveur. C'est l'un des ingrédients qui rend les nuggets si succulents. Notre corps a besoin de sodium, mais pas en trop grande quantité. Malheureusement, la plupart des aliments industriels contiennent plus de sodium que notre organisme ne peut en supporter. Il est donc préférable d'éviter de manger trop souvent ce type de plat. Les chaînes plongent en outre leurs nuggets dans de la pâte à frire tempura et les font cuire dans de l'huile hydrogénée. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour la santé, mais c'est ainsi qu'ils obtiennent cette jolie teinte dorée. Ok, on met des ingrédients supplémentaires dans les nuggets, mais alors qu'en est-il du poulet grillé? Ces dernières années, de nombreuses marques ont mis l'accent sur le poulet grillé en le présentant comme une alternative plus saine. Des recherches ont également été menées sur le poulet grillé. La même méthode a été appliquée ici. Il s'agit de prélever des échantillons de poulet auprès d'enseignes emblématiques de la restauration rapide et de les envoyer à des laboratoires pour les analyser. Les résultats montrent que les entreprises induisent les consommateurs en erreur en vantant les mérites de ces produits en les qualifiant de sains, naturels et composés à 100% de blanc de poulet. En réalité, plusieurs éléments sont ajoutés à la viande pour la rendre tendre et juteuse. En outre, ces additifs facilitent la cuisson de la viande, sa congélation, son transport et son réchauffage ultérieur en évitant une trop grande perte de moelleux. L'inconvénient de tous ces additifs, c'est qu'ils affectent la valeur nutritionnelle du blanc de poulet. Ces ingrédients ne sont pas franchement sains pour la santé. Nous devons surtout faire attention à 3 points. Le premier est évidemment le sodium. Les échantillons de fast-food contenaient 7 à 10 fois plus de sodium que le blanc de poulet cuisiné à la maison. Imaginons que tu as envie d'un cheeseburger, mais que tu te dises non, et que tu essaies de choisir un menu moins dangereux. Sache que certains sandwichs au poulet contiennent la même quantité de sodium, voire plus qu'un cheeseburger accompagné de frites moyennes. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les additifs phosphatés. Ces produits permettent aux protéines d'absorber plus d'eau. Cela signifie que la viande blanche du sandwich semblera plus juteuse. Tout mot contenant « phos » dans la section des ingrédients est un additif phosphaté, qu'il vaut donc mieux éviter. La dernière chose à proscrire est la présence de sucre et d'amidon, non seulement dans le poulet grillé, mais aussi dans la plupart des produits de restauration rapide. Je reconnais que c'est difficile à digérer. L'amidon de maïs, le sucre, le malt sont présents dans le blanc de poulet grillé. Les pains à burger et même certaines frites contiennent également du sucre. Partout où je regarde, il y a du sucre. Mais pas le poulet cuisiné à la maison qui ne contient aucun gramme de glucides. Mais les échantillons de l'étude contenaient du sucre ajouté qui représentait jusqu'à 10% des calories contenues dans le blanc de poulet. Quelle est la morale de cette histoire? Si tu es soucieux de ta santé, tu devrais vraiment choisir d'autres options. Des entreprises comme KFC et Coca-Cola gardent leurs recettes secrètes. Aucune société ne souhaite partager les ingrédients qui rendent sa marchandise irrésistible. Mais avec quelques recherches, on peut déchiffrer bien des choses. Tu veux connaître le secret des frites de McDonald's? C'est écrit sur leur site web. Ils ajoutent de l'arôme de bœuf à l'huile de friture. Cela peut paraître bizarre, mais apparemment, c'est une pratique connue des chefs et des restaurants. La graisse de canard est également utilisée comme arôme, par exemple dans les restaurants haut de gamme. J'adore tout particulièrement les frites, c'est pourquoi j'ai ajouté une autre information. Malheureusement, elles sont encore plus salées que ce que nous pensons. Les experts estiment qu'un adulte ne devrait pas consommer plus de 2300 mg de sodium par jour. Devine la teneur en sodium des grandes frites de McDo, au moins 400 mg. Les frites classiques de Burger King en contiennent 732 mg. Et Five Guys les surpasse encore avec 962 mg de sodium. La prochaine fois, peut-être pourrais-tu demander aux employés d'y aller mollo sur le sel, tu ne crois pas?
Imagine la situation, tu es pressé, mais ton ventre te dit « Donne-moi à manger, sinon je vais te mettre de très mauvaise humeur et te gâcher ta journée ». En quête d'une collation rapide, tu entres dans un fast-food. Tu commandes ton hamburger préféré. Il sent trop bon et a l'air de sortir du barbecue et d'être préparé à l'instant. Eh bien non, il existe juste différents types de grilles conçus à cet effet qui permettent de cuire la viande très rapidement. Désolé d'apporter de mauvaises nouvelles, mais ces marques de grilles parfaites sur ton hamburger ne proviennent pas de vrais accessoires de cuisine. C'est l'usine qui les ajoute. Si tu veux savoir si un restaurant est propre, regarde sous le bac à glace de la machine à soda dans les endroits où tu peux prendre ta propre boisson. Voilà, monsieur l'inspecteur, vous avez résolu l'affaire. Diverses études indiquent que si ces machines ne sont pas nettoyées correctement, la glace sale et contaminée peut provoquer des maladies. Il peut y avoir des moisissures ou des bactéries. Le nettoyage des machines à glaçons n'est pas chose aisée. Il en va de même pour les distributeurs de crème glacée. La rumeur veut que ces machines ne soient en fait jamais en panne, mais que les patrons ne trouvent simplement pas le temps de les nettoyer correctement. Alors, quel est le meilleur moment pour se procurer un vrai bon repas ? Ici, il y a deux écoles, et elles ont toutes les deux de solides arguments. La première recommande d'éviter de commander de la nourriture grillée dans les chaînes entre 19h et minuit. De nombreux anciens employés racontent qu'ils ont parfois préparé des tacos ou des hot dogs vers 4h ou 5h du matin, mais qu'ils ont attendu jusqu'à minuit pour les servir. Ce n'est pas très sain. L'autre groupe affirme qu'il est préférable de commander entre 11h et 13h, ou entre 18h et 20h pour obtenir le repas le plus frais possible. Comme ce sera à l'heure du déjeuner et du dîner, il y aura du passage et on pourra obtenir une nourriture convenable. Les entreprises de restauration rapide ont mis au point des techniques de marketing, de design et de psychologie pour nous attirer et nous inciter à commander. Toutefois, ils ne veulent pas non plus que les clients restent à l'intérieur trop longtemps. Si on mangeait dans une ambiance tamisée, à la lumière des bougies, on prendrait le temps de déguster. Mais comme son nom l'indique, dans les fast-foods, il faut aller vite. Ils ont des lampes de néon et un éclairage maximal. De même, les sols et les tables présentent des surfaces réfléchissantes qui donnent à la nourriture un aspect agréable et brillant. De plus, la musique est généralement forte et entraînante. Tout est fait pour que le client ne passe pas des heures dans ces établissements. Cependant, ils veulent exploiter au maximum les 20 premières minutes qui suivent la commande. Plus on mange vite, plus on met du temps à se sentir rassasié. Les scientifiques affirment qu'il faut environ 20 minutes à notre estomac pour informer notre cerveau. Bon, maintenant je suis rassasié. Il est agréable de manger dans un endroit bien propre, mais la plupart de ces entreprises utilisent des produits de nettoyage contenant des substances chimiques vraiment très puissantes. Supposons que le personnel ait nettoyé les lieux à la fin de son service. Ils ont essuyé la machine à soda et la surface du grill, et puis toi, tu es arrivé à l'ouverture le lendemain. Il se peut que des résidus de produits chimiques se retrouvent sur ta nourriture, contrairement à d'autres clients qui se sont présentés plus tard dans la journée. Il est probable que ton veggie burger ne soit pas 100% végétarien. Je veux parler du grill, pas de la viande elle-même. Dans la plupart des chaînes, les hamburgers végétariens sont cuits sur le même grill que les hamburgers à base de viande. Et toi, as-tu des secrets sur les chaînes de restauration rapide que tu veux partager ? Raconte-les aux autres membres de la communauté sympa dans les commentaires. Les mouches sont partout où nous allons, littéralement. On pense que les mouches sont originaires d'Asie, mais de nos jours, elles vivent dans tous les endroits où il y a des humains, à l'exception de l'Antarctique et peut-être de quelques îles perdues. Les mouches ont parcouru les océans en suivant les hommes, car elles ne vont jamais nulle part sans nous. Dans les régions sauvages et les déserts, où les humains sont absents, tu ne trouveras pas de mouches. Nous connaissons donc bien les mouches, mais nous avons tous cette question sans réponse à propos d'elles. Pourquoi se frottent-elles ainsi frénétiquement les pattes ? Il s'avère tout simplement qu'elles les nettoient. C'est aussi bête que ça. Une mouche a des poils sur tout le corps. Ces poils sur les pattes servent de détecteurs pour voler, trouver de la nourriture et faire tout ce que les mouches font. Elles doivent donc garder leurs pattes bien propres en toutes circonstances. Alors, elles les frottent dès qu'elles en ont l'occasion. Leurs pattes sont sensibles et elles servent à bien des choses. Apparemment, elles possèdent des récepteurs gustatifs, de sorte que les mouches peuvent sentir le goût des choses avec. Elles peuvent se poser sur leur repas potentiel et se promener autour, lui donnant un bon goût avant de le consommer. Les mouches ne peuvent pas mâcher, elles ont donc un régime entièrement liquide et boivent leur nourriture. Si l'aliment qu'elles ont choisi comme prochain repas est solide, elles ont un rituel spécial pour le rendre comestible. Une mouche régurgite des sucs digestifs sur sa future nourriture. Et ces sucs la réduisent en petits morceaux qui peuvent ensuite être bu. De plus, le fait de recracher ces sucs libère de la place dans leur estomac pour de nouveaux aliments. Très souvent, les mouches se posent sur nos plats. Elles peuvent sembler inoffensives, mais ce n'est pas tout à fait vrai.
Tout d'abord, il faut se rappeler qu'elles déversent leur jus sur la nourriture, ce qui est déjà assez dégoûtant en soi. Mais ce n'est pas tout. Il faut garder à l'esprit que les mouches se posent absolument partout, et ce ne sont pas toujours sur des fleurs, mais aussi toutes sortes de choses bien dégoûtantes. Car les mouches aiment particulièrement ces trucs répugnants, comme la nourriture pourrie, les poubelles et même bien pire. Donc, leurs membres recueillent tous les microbes et les bactéries de ces endroits. Quand une mouche se pose sur ta nourriture, elle transfère ces matières immondes à ton repas. Certains des microbes qu'elle transporte peuvent même provoquer des maladies, comme le choléra et la typhoïde. Une expérience a été réalisée pour démontrer comment cela fonctionne. Il y avait 2 bols. L'un contenait une poudre rouge d'une sorte d'épice et l'autre du riz blanc. On laissait entrer les mouches qui migraient du bol d'épices au bol de riz et inversement. Très vite, le riz était couvert d'épices rouges. Maintenant, remplace l'épice inoffensive par quelque chose de plus dégoûtant et le riz par ton dîner. Tu as pigé. Donc, il faut toujours protéger sa nourriture pour s'assurer qu'une mouche ne se promène pas dessus, ne marche pas et ne crache pas partout. Si tu es en train de manger, assure-toi de les éloigner. Mais ne t'inquiète pas si une mouche agaçante parvient à s'asseoir sur ton sandwich pendant 1 seconde avant que tu ne la chasses. Pas besoin de jeter ton assiette. Si tu as agi rapidement, alors tu es en sécurité. De plus, les experts affirment qu'un humain moyen en bonne santé possède un système immunitaire suffisamment fort pour repousser les parasites. Même si les mouches sont répugnantes et agaçantes et qu'elles viennent nous chatouiller avec leurs pattes, elles servent aussi à bien des choses. Elles sont responsables de la pollinisation des fleurs. Elles en recueillent le nectar, qui se colle aux poils de leur corps, puis elles pollinisent la fleur suivante en se posant dessus. En outre, si les mouches n'existaient pas, notre planète serait encore plus sale. Les mouches recyclent une partie des déchets humains. Les mouches sont également un élément important de l'écosystème puisqu'elles servent de nourriture aux oiseaux, aux araignées, aux lézards, aux grenouilles et à bien d'autres espèces. Sans elles, ils disparaîtraient tous. Outre le fait que les mouches ont le super pouvoir de goûter avec leurs pattes, il existe d'autres faits intéressants à leur sujet. Elles peuvent marcher sur des surfaces horizontales et verticales et même à l'envers. Elles peuvent le faire parce que chacune de leurs pattes possède 2 coussinets munis de minuscules poils et que ces poils produisent une substance semblable à de la colle qui permet aux mouches d'avoir une excellente adhérence. Les mouches ont aussi des yeux très particuliers qui comportent un vaste complexe de 3000 à 6000 yeux moins complexes à l'intérieur de chacune des 2 orbites. Les yeux d'une mouche ne bougent pas, mais sa vision est de près de 360 degrés. Elles peuvent voir derrière leur dos. Ainsi, où que tu sois, une mouche te voit sans aucun doute, ainsi que tout autre danger, avec un ou plusieurs de ces milliers d'écrans. En plus des 2 yeux composés, les mouches ont également 3 yeux simples situés sur leur front, qui servent de boussole et permettent à une mouche de s'orienter. Elles ont également un temps de réaction étonnant. Tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile d'écraser une mouche ? Eh bien, pour une mouche, nous sommes des gros paresseux. C'est parce qu'elle voit les choses au ralenti, comparé à nous. Les espèces ont des perceptions différentes de la vitesse. La vitesse à laquelle nous nous voyons est ainsi 2 fois plus rapide que celle d'une tortue, et elle sera 4 fois plus lente pour une mouche. Mets une vidéo à une vitesse de 0,25 fois et imagine que quelqu'un s'approche de toi à cette vitesse. Eh bien, c'est comme ça qu'une mouche nous perçoit. Donc oui, elle a suffisamment de temps pour s'échapper. Une mouche n'a qu'une seule paire d'ailes. Mais en plus de cette paire d'ailes, elle possède ce qu'on appelle des haltères, qui leur permettent de décoller rapidement. Il y a des millions d'années, les haltères leur servaient de 2e paire d'ailes. Aujourd'hui, ils aident au décollage et à l'équilibre dans l'air. Si une mouche perd l'un de ses haltères, elle se met à voler en rond. Et si les 2 viennent à manquer, elle ne pourra plus voler du tout. De plus, même si leurs ailes battent jusqu'à 1000 fois par minute, elles volent en fait très lentement, n'atteignant que la vitesse de 7 km/h. Si une mouche vit dans une zone urbaine avec suffisamment de gens et de déchets autour d'elle, elle ne s'éloigne pas beaucoup de son lieu de résidence, n'ayant qu'un territoire d'un peu plus d'1 kilomètre. Les mouches rurales sont beaucoup plus exploratrices et elles peuvent s'éloigner jusqu'à 11 km à la fois. Une mouche ne vit pas longtemps. Sa durée de vie est d'environ 30 jours. Mais pendant cette période, elle pond en moyenne 500 à 800 œufs. Mais il ne s'agit pas de 1000 en une seule fois, mais de plusieurs fois au cours de leur vie.
avec 75 à 100 œufs en même temps. Les œufs éclosent en 24 heures et il faut une semaine au total pour qu'un œuf se transforme en mouche adulte, puis le cycle continue. Dans les climats plus froids, ce processus peut prendre 2 fois plus de temps. La mouche du bois est la plus grande espèce de mouche qui vit en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Elle peut atteindre jusqu'à 8 cm. Les mouches ont aussi des lits ou plutôt leur endroit préféré pour rester et dormir. Elles trouvent un endroit confortable, quelque part près de la source de nourriture, et elles viennent s'y reposer la nuit. Si ta maison a déjà été envahie par des mouches, voici quelques conseils pour réduire leur population à l'avenir. Tout d'abord, il est important de comprendre ce qui les attire. Elles sont attirées par d'autres mouches, et même par l'odeur de leurs congénères qui vivent là. Et je peux te dire qu'elles ont un sens de l'odorat étonnant. Donc, si tu as recueilli ne serait-ce qu'une seule mouche, attends-toi à recevoir d'autres invités. Si tu as ne serait-ce que des traces de mouches, comme des taches sur les murs, elles te trouveront aussi. Assure-toi de laver tes murs et tes surfaces. Ensuite, les mouches aiment les ordures et les produits en décomposition. Elles pondent des œufs dans la nourriture et la viande pourrie. Alors, vérifie que tes aliments sont dans le réfrigérateur, couvre-les et garde les ordures dans des récipients hermétiques. Et bien sûr, sors les poubelles régulièrement. Les mouches ont la dent sucrée, ou plutôt la pâte sucrée, puisqu'elles goûtent avec leurs pattes. Et elles adorent le sirop et les autres liquides sucrés. Elles sont également friandes de soda et de vinaigre. Il faut donc les conserver et toujours s'essuyer si l'on renverse quelque chose. Enfin, elles aiment se cacher et vivre dans les canalisations sales et qui fuient. Elles y mangent les bactéries. Par conséquent, il faut toujours nettoyer les canalisations et réparer les fuites immédiatement. Il est également utile de colmater toutes les fissures du sol, du plafond et des murs, s'il y en a, car c'est l'un de leurs moyens d'entrer dans la maison. Tu t'es déjà demandé pourquoi les choses sont comme elles sont ? Par exemple, pourquoi il y a ces petits trous dans les boîtes de nourriture à emporter ? Ne t'inquiète pas, tu es sur le point de le découvrir. Les bonnets surmontés d'un pompon duveteux sont parmi les accessoires les plus populaires de l'hiver. Il s'avère que la raison pour laquelle ces couvre-chefs ou d'autres chapeaux ont un pompon n'est pas un effet de mode du passé. Selon l'une des théories, il a été placé là pour une question de sécurité. Les marins français portaient des chapeaux avec un pompon pour ne pas se cogner la tête contre les poutres ou les plafonds bas et éviter qu'on ne les perde de vue dans une mer agitée. Il ne serait donc pas exagéré de qualifier ces pompons de pare-choc pour la tête. Tu as déjà remarqué ces œillets sur les côtés des chaussures de randonnée ? Une chose est sûre, même si cela paraîtrait logique, ils ne sont pas là pour assurer la ventilation de tes pieds afin qu'ils ne sentent pas trop mauvais. Ils sont là pour empêcher tes chaussures de bouger et t'éviter ainsi de glisser et tomber pendant que tu marches ou grimpes. Lorsque tu partiras pour ta prochaine aventure, assure-toi de nouer tes lacets à travers ces trous supplémentaires pour serrer tes chaussures afin qu'elles soient mieux ajustées. Tu es à une soirée barbecue avec tes amis. L'hôte sert des boissons fraîches dans des bouteilles à long col. Tu te dis, pourquoi les bouteilles ont-elles ce si long col ? Il y a 2 raisons à cela. La première est de réduire le coût total du récipient. Plus le col est étroit, plus la capsule peut être petite. Et la deuxième raison est de s'assurer que ta boisson reste fraîche plus longtemps. Lorsque tu tiens la bouteille par son col et non par son corps, la chaleur provenant de ta main ne réchauffera pas le reste de ta boisson. La couleur des attaches en plastique sur les emballages de pain indique quel jour de la semaine le pain a été cuit. Même si certains fabricants ont leur propre code de couleur, la règle est généralement la suivante. Bleu le lundi, vert le mardi, rouge le jeudi, blanc le vendredi et jaune le samedi. Choisis donc en connaissance de cause pour obtenir le pain le plus frais possible. Tu te sens trop paresseux pour préparer le dîner et tu vas dans ton restaurant préféré pour commander un plat à emporter. Tu rentres chez toi avec la perspective alléchante d'un délicieux repas. Tu ouvres la boîte et découvres que ta nourriture est trempée à cause de l'humidité accumulée à l'intérieur. Eh bien, cet accessoire secret va t'aider à empêcher que cela ne se reproduise. Tu as remarqué ces languettes perforées dans les coins du couvercle de la boîte ? Tu dois les pousser vers le bas pour permettre à la vapeur de s'échapper par les trous. Enfin, si ton plat est chaud, bien entendu.
Si tu fais partie des personnes chanceuses qui ont un lave-vaisselle à la maison, tu vas te sentir encore plus chanceux quand tu apprendras que tu peux laver d'autres choses dedans. En plus de rendre ta vaisselle propre et brillante, il peut aussi nettoyer tes pinceaux à maquillage. Il suffit de les placer à l'intérieur du bac à couvert pour enlever toute la saleté et l'excès de produit qui s'est accumulé dans les poêles. Tu es allé au marché et tu as acheté des fruits et légumes frais. Tu veux les débarrasser de la saleté, surtout les pommes de terre, avant de tout placer dans le réfrigérateur. Ne perds pas ton temps à les laver un par un. Place-les dans ton lave-vaisselle et règle-le sur le cycle de rinçage à l'eau froide. Mais attention, ne mets surtout pas de détergent. Fais-tu partie des nombreuses personnes qui utilisent le tiroir sous leur four ou leur cuisinière comme un espace de rangement? Désolé de te décevoir, mais y ranger des poêles, des plaques à biscuits ou des moules à muffins n'est pas son unique raison d'être. Certains l'appellent le tiroir chauffant, et il permet de garder tes plats au chaud une fois qu'ils sont cuits. Alors, si tes invités sont en retard, mets-y le plat que tu as préparé jusqu'à ce qu'ils arrivent. N'oublie pas que tous les modèles de four ne sont pas adaptés à cette fonctionnalité. Mais certains tiroirs servent même de grill. Consulte le manuel pour t'assurer de la nature du tien. La plupart du temps, les oranges, les citrons et les avocats sont vendus dans des filets. Et quand tu rentres des courses, tu les jettes probablement à la poubelle, n'est-ce pas? Mais savais-tu que tu peux les utiliser comme grattoir à casserole? Il te suffit de les attacher ensemble. Ensuite, tu peux te mettre à nettoyer tes plats, casseroles et poêles sales. Tu peux même les transformer en grattoir à usage unique pour d'autres appareils de cuisine ou pour ton évier. Si tu es dans un magasin à la recherche de nouveaux cintres pour organiser ton placard, il est recommandé d'acheter ceux en bois de cèdre plutôt qu'en plastique. Tout d'abord, le bois de cèdre agit comme un répulsif naturel. Les nuisibles comme les mites, les puces, les poux, les poissons d'argent, les fourmis, les moucherons et les tiques ne s'approcheront pas de tes vêtements ou de ton placard si tu les utilises. La deuxième raison pour laquelle tu devrais opter pour ces cintres est qu'ils absorbent les odeurs indésirables de tes vêtements ainsi que l'humidité. Et cette caractéristique aide à prévenir les moisissures. Tu pourras donc porter ta robe ou ton costume préféré plus longtemps. C'est de nouveau le jour des tacos. Tu invites un couple d'amis à venir déguster des tacos faits maison. Mais même si tu as la recette pour faire des tortillas, tu ne sais pas comment leur donner cette parfaite forme de coquille. Eh bien, cette utilisation cachée pourrait t'aider. Si tu as un plateau à muffins à la maison, alors tu as tout ce qu'il te faut. Il suffit de le retourner et de placer les tortillas entre les reliefs. Bon appétit! Si tu aimes coudre et confectionner tes propres vêtements, alors tu dois avoir l'habitude d'utiliser ces pelotes à épingles, qui sont presque toujours accommodées d'une petite fraise. Mais à quoi sert-elle? Tout d'abord, tu peux y glisser l'aiguille que tu utilises en ce moment, ou ta préférée, pour ne pas avoir à la chercher tout le temps parmi les autres aiguilles. Et deuxièmement, elle est remplie d'émery qui t'aidera à nettoyer et à aiguiser tes aiguilles une fois qu'elles y seront entrées. Tu es plutôt ketchup ou mayo? Les fans de ketchup ont sûrement remarqué le numéro 57 sur les bouteilles Heinz. Ce chiffre est placé là pour une raison très spécifique. Tu as déjà dû te battre pour faire sortir le ketchup de la bouteille au moins une fois dans ta vie. Et à ce moment-là, tu as probablement essayé de la secouer jusqu'à ce que la bonne quantité de ketchup tombe dans ton assiette, n'est-ce pas? Eh bien, plus besoin de faire ça. Il suffit de taper fermement sur l'endroit où est écrit 57 sur le goulot de la bouteille. Et tu pourras faire sortir le ketchup de la bouteille beaucoup plus rapidement. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait 2 trous dans un bidon d'huile pendant que tu le remplissais ou que tu le versais. Et tu t'es peut-être dit, ça doit permettre de la verser plus facilement dans des récipients plus petits. Mais ce n'est pas le cas. Le petit trou est là pour empêcher l'huile de se répandre partout ou de glouglouter. Tu dois donc le déboucher avant de verser l'huile par le grand trou, afin d'éviter de la gaspiller ou de devoir tout nettoyer. As-tu déjà suivi des cours pour améliorer ta vitesse de frappe sur un clavier? Alors tu seras peut-être déçu d'apprendre que les fabricants de claviers cherchent au contraire à te ralentir. Une théorie populaire affirme que c'est la raison pour laquelle les lettres des claviers sont disposées de façon apparemment aléatoire et non par ordre alphabétique. La raison de tout cela remonte aux machines à écrire. Leurs touches étaient autrefois disposées par ordre alphabétique, ce qui permettait aux dactylos d'écrire très vite, et à cause de cela, les touches se bloquaient et s'en mêlaient facilement. Les fabricants cherchant à éviter cela,
on a fini par concevoir les claviers QWERTY ou AZERTY que nous connaissons aujourd'hui. Voici une astuce cachée en bonus avant de finir. L'application horloge de ton iPhone t'indique aussi l'heure qu'il est sur la petite icône de l'écran d'accueil. Alexandre le Grand, l'un des personnages les plus célèbres de l'histoire ancienne, était apparemment un grand fan d'une friandise estivale appréciée par beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Marco Polo, l'explorateur et écrivain italien, aurait rapporté d'Asie une recette ressemblant à un sorbet, un dessert glacé fabriqué en mélangeant de l'eau sucrée avec différents types d'arômes. Ce dessert, qui a été nommé plus tard crème glacée, était une friandise fréquente à la cour de Charles Ier d'Angleterre au XVIIe siècle. En France, c'est Catherine de Médicis qui a introduit le dessert glacé tant apprécié. Peu après son mariage avec Henri II, la friandise glacée est devenue accessible au grand public vers les années 1660, lorsqu'un Sicilien a mélangé du lait, de la crème, du beurre et des œufs au café Procope, le premier café connu à Paris. Thomas Jefferson lui-même avait une recette préférée pour confectionner la crème glacée, qui nécessitait pas moins de 18 étapes. La crème glacée est devenue si importante dans la culture populaire qu'elle a même eu rapidement ses propres lois et règlements, afin de s'assurer qu'elle est toujours produite selon certaines normes de qualité. Mais tous les desserts glacés que tu vois sur le marché ne sont pas en réalité des crèmes glacées. Pour être commercialisé sous ce nom, le délice glacé doit contenir un minimum de 10% de matière grasse laitière et ne doit pas peser moins de 0,5 kg par litre. La vraie crème glacée ne doit pas être trop moelleuse. En termes techniques, cela signifie qu'elle ne doit pas avoir plus de 100% de débordement. Pour obtenir cette texture spécifique que nous avons tous appris à connaître et à aimer, la base de la crème glacée doit être suffisamment fouettée, mais seulement jusqu'à un certain degré. Plus précisément, pour chaque litre de base de crème glacée, les produits finis ne doivent pas dépasser 2 litres après le fouettage. Ton dessert estival préféré peut encore être divisé en de nombreuses autres sous-catégories, comme la crème glacée à teneur réduite en matière grasse, la crème glacée allégée ou la crème glacée sans matière grasse, en fonction du pourcentage de ces dernières. Pour avoir une idée précise de ce que tu commandes à chaque fois, il est préférable de regarder les informations nutritionnelles de chaque produit. Un type intéressant de dessert glacé est le gelato. Bien qu'il se traduise littéralement par glacé en italien, il existe des différences entre le gelato et la glace. Là encore, en fonction des réglementations sur la teneur en matière grasse du lait. Le gelato en contient normalement moins que la glace ne doit officiellement en contenir, mais comme il a un faible dépassement, environ 20 à 30%, le résultat final est toujours dense et riche en texture. Les Italiens mentionnent aussi que le gelato ne doit pas avoir moins de 3,5% de matière grasse. Et comme si cela n'était pas assez compliqué, les Français apportent aussi leur propre touche au dessert. La glace française, paradoxalement connue sous le nom de crème anglaise congelée, doit aussi contenir, en plus des ingrédients standards, des œufs ajoutés au mélange, avec pas moins de 1,4% de jaune d'œuf. On a aussi mal catégorisé de nombreux autres aliments, comme par exemple les framboises, qui font en réalité partie de la famille des roses, tout comme les cerises, les abricots, les prunes, les poires, les pommes, les pêches ou les mûres. Et oui, elles ont été rangées dans cette catégorie en raison de leurs fleurs. Elles fleurissent en 5 pétales égaux disposés autour d'un noyau central. Les bananes sont considérées comme des baies, alors que les fraises ne le sont pas puisqu'elles appartiennent à cette même famille des roses. Nous partageons d'ailleurs environ 50% de notre ADN avec les bananes, ce qui explique pourquoi les bananes et certaines personnes séduisantes peuvent avoir autant de pouvoir d'attraction. Waouh! Une autre idée reçue courante? Le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat puisqu'il ne contient pas de solide de chocolat. Il est fabriqué uniquement à partir d'un mélange de sucre, de produits laitiers, de vanille, de lécithine et de beurre de cacao. Ce n'est pas sans raison que les parents du monde entier essayent de faire manger du brocoli à leurs enfants. À calories égales, il s'avère que le brocoli contient presque autant de protéines qu'un steak. Pas sûr que les parents le sachent vraiment, mais étant donné sa faible teneur en graisse, le brocoli présente de nombreux autres avantages pour la santé. Contrairement à la viande, on le considère aujourd'hui comme le compagnon indispensable des frites. Mais à une certaine époque, le ketchup était considéré comme ayant des propriétés curatives. Dans les années 1800, un médecin basé dans l'Ohio a indiqué que les tomates pouvaient aider à traiter les problèmes digestifs, publiant une formule semblable au ketchup qui a ensuite été adaptée en pilule. Tu veux une pilule avec tes frites ? En parlant de frites, il s'avère que cette garniture, l'une des plus populaires au monde, n'est en fait pas française.
Les pommes de terre servies de cette façon sont originaires de Belgique, mais elles sont appelées French fries, en anglais à cause de la façon dont elles sont coupées, et peut-être aussi parce que le nom chou de Bruxelles a été déjà pris. Il y a sans doute un pot de beurre de cacahuète quelque part dans ton armoire, mais tu ne sais sans doute pas à quel point les Américains en raffolent. Des études ont montré que les Américains consomment suffisamment de beurre de cacahuète pour recouvrir le sol du Grand Canyon chaque année. Pour être un peu plus précis, cela représente environ 227 millions de kilos. La coloration rose du saumon n'est pas toujours 100% naturelle. Le saumon sauvage est rose en raison de la grande quantité de crevettes qu'il consomme nativement. Le saumon d'élevage, en revanche, est généralement blanc et les producteurs doivent donc ajouter des pigments d'origine végétale pour obtenir cette légère teinte rose. Les carottes n'étaient pas non plus oranges à l'origine. La teinte vive que nous connaissons aujourd'hui provient d'une mutation génétique du légume bien connu qui s'est produite à un moment au XVIe siècle. À l'origine, les carottes étaient blanches ou violettes. Tout comme tu ajoutes du ketchup à côté de tes frites, il est fort probable que tu aies une noisette de wasabi avec chaque assiette de sushi. En réalité, il s'agit très certainement de Réfort. L'alternative japonaise au Réfort est très chère, c'est pourquoi 99% des restaurants servent plutôt du Réfort ordinaire. Tu les vois peut-être emballés ensemble au supermarché, mais les poivrons rouges, verts et jaunes ne sont en fait pas le même légume. Tu aurais besoin de différents types de graines pour pouvoir les cultiver individuellement, car ils appartiennent chacun à un type d'espèce végétale. Savais-tu qu'une noisette sur 4 finit dans un pot de Nutella ? La pâte à tartiner crémeuse est si populaire que les scientifiques cherchent des moyens de faire pousser des noisettes dans des laboratoires pour contrer la pénurie mondiale. Bien sûr, il y a une date d'expiration sur chaque bouteille d'eau, mais l'eau n'expire pas vraiment. La date mentionnée concerne en fait la bouteille elle-même, car le plastique peut éventuellement laisser échapper des substances nocives dans l'eau. Tu t'es déjà demandé pourquoi la nourriture des avions a parfois un goût fade ? Le cuisinier n'est peut-être pas toujours à blâmer. L'altitude à laquelle tu voles a des effets sur la chimie de ton corps, ce qui te fait ressentir différemment le goût des aliments. Tu en as déjà ajouté à une salade au moins une fois, mais tu seras peut-être surpris d'apprendre que le cilantro et la coriandre ne sont pas la même chose. La coriandre est le nom donné aux graines séchées, tandis que les feuilles et les tiges sont appelées cilandro. Pour tous les amateurs de fruits, les scientifiques ont créé un arbre à salade de fruits. Oui, un arbre qui peut faire pousser différents types de fruits en même temps. Il a été développé en Australie et peut supporter jusqu'à 6 types de fruits différents. Il y a une variation de fruits à noyaux qui comprend des pêches, des prunes, des nectarines et des abricots, et une variation d'agrumes pour ceux qui préfèrent les citrons, les mandarines, les oranges ou même les pomelos et les pamplemousses. Tu l'évites probablement car il peut te donner mauvaise haleine, mais l'ail est considéré comme l'un des aliments les plus riches en nutriments. Une seule gousse peut contenir 2% de ton apport quotidien recommandé en vitamine B6. Des études ont montré que la substance chimique qui donne à l'ail sa saveur distinctive, appelée allicine, est bonne pour ta santé. Le seul type d'aliment qui ne se gâte jamais lorsqu'il est stocké correctement est le miel, ou du moins le seul que nous ayons découvert jusqu'à présent. C'est parce qu'il contient une grande quantité de sucre et a une faible teneur en humidité. Une enzyme créée par les abeilles aide aussi à cela, car elle peut supprimer toute croissance bactérienne. Bien sûr, si tu ranges ton miel de la mauvaise façon et que tu l'exposes à une humidité supplémentaire, il peut s'abîmer. Mais le miel qui est scellé et stocké correctement n'a techniquement pas de date d'expiration. Si tu es débutant en cuisine, tu seras sans doute heureux de savoir que les champignons ne peuvent pas être trop cuits, parce qu'ils contiennent un polymère appelé chitine. Ce produit chimique leur permet de rester tendres, même si tu les fais cuire de quelques minutes à 1 heure. Au fait, n'hésite pas à ajouter un peu de beurre et d'ail. Beaucoup de gens ont tendance à stocker différents types d'aliments dans le réfrigérateur au cas où. Cela semble être la décision la plus intelligente pour prolonger la durée de vie d'un produit. Mais ce n'est pas si simple. Pour certains aliments, le réfrigérateur peut être néfaste. Par exemple, les sauces. Si l'emballage ne dit pas le contraire, il est préférable de les conserver hors du réfrigérateur. Tu peux les mettre dans un placard loin de ton four pour les protéger des changements de température. Le pire ennemi des grains de café est l'humidité. L'huile spéciale contenue dans les grains de café est responsable de l'odeur agréable et chaleureuse du café. Lorsque tu mets ton café au réfrigérateur, la condensation modifie toute sa structure cellulaire et fait disparaître toute magie. Mais si ton objectif est de te passer de la caféine, c'est peut-être une bonne idée de le conserver au froid. La rumeur dit que le miel est un aliment qui ne se périme pas.
Oui, tu peux le conserver presque éternellement, mais assure-toi de le faire correctement. Conserve ton miel dans un endroit froid et sombre, mais ne le mets pas dans ton réfrigérateur. Sinon, il risque de se cristalliser et de perdre certaines de ses principales propriétés bénéfiques. Mettre des tomates au réfrigérateur semble plutôt inoffensif, mais en fait, ce n'est pas la meilleure idée. Cela fera perdre aux tomates leur délicieuse saveur, car l'air froid ralentit le processus naturel de mûrissement. Ainsi, les fines membranes à l'intérieur des tomates deviennent moins juteuses. Et tu ne veux pas que ta salade soit pleine d'eau et sans goût, n'est-ce pas? La meilleure façon de conserver les tomates est de les placer dans une boîte ou un panier bien ventilé à température ambiante. Si tu veux éviter que les bananes coupées noircissent, utilise du jus d'agrumes. Il suffit d'arroser les bananes coupées de jus d'orange ou de citron. Malheureusement, cette astuce ne fonctionne que pendant quelques heures. La meilleure façon de conserver ton chocolat est dans ton estomac. Haha, je plaisante. Ne le mets pas au réfrigérateur et range-le dans un endroit frais et sombre. De cette façon, non seulement tu protèges ton dessert de tes colocataires trop gourmands, mais tu gardes aussi son bel aspect. Ce n'est pas une bonne idée de le mettre au réfrigérateur, car la différence de température va créer de l'eau condensée à la surface de la tablette de chocolat. Et en la gardant en dehors du réfrigérateur, c'est plus sûr pour tes dents. Le chocolat a tendance à durcir à basse température, ce qui rend chaque bouchée plus difficile. Ne garde pas ton houmous à température ambiante. Peu importe qu'il soit fait maison ou pasteurisé, dans les deux cas, il n'est pas garanti sans danger. Si le houmous est traditionnel et ne contient pas de conservateur, sa durée de vie est d'1 semaine au maximum. Quant au houmous de supermarché qui n'a pas été ouvert, tu peux le conserver dans ton réfrigérateur pendant environ 3 mois, et pendant 1 semaine, une fois que tu l'as ouvert. Disons que tu viens de préparer des biscuits parfaits. Il est temps de les mettre dans un bocal ou un récipient. Malheureusement, les biscuits finiront par perdre cette délicieuse texture de sortie du four et deviendront de plus en plus durs au fil des jours. Mais si tu ajoutes une tranche de pain dans ce même récipient, les biscuits garderont leur texture moelleuse beaucoup plus longtemps. En effet, les biscuits absorbent l'humidité du pain. Les gens emballent généralement le fromage dans des boîtes en plastique, mais cette solution est loin d'être parfaite. L'emballage plastique attire trop d'humidité, ce qui crée un écosystème propice à la croissance et à la prospérité des moisissures. Si tu veux protéger ton fromage de ce scénario catastrophe, saupoudre-le de vinaigre. Mais quelques gouttes, pas plus. Sinon, cela gâchera le goût original de ton fromage. Après cette étape, emballe bien ton fromage dans du papier ciré et mets-le au réfrigérateur. Il n'y a pas de règle particulière concernant les œufs. On peut les conserver sans danger à l'intérieur comme à l'extérieur du réfrigérateur, tant que leur date de péremption est respectée. Il est important de s'assurer que la température est stable et constante. Si tu choisis de mettre les œufs dans le réfrigérateur, ne les place pas sur l'étagère latérale. Pour les protéger des fluctuations de température, range-les bien au fond du réfrigérateur. De même, les experts ne recommandent pas de sortir les œufs de leur emballage. Ces récipients sont en fait destinés à prolonger la durée de vie des œufs. Oui, la température n'est pas la même partout dans ton frigo. Les étagères situées sur la porte sont la zone la plus chaude, par exemple. Et plus l'étagère est proche du congélateur, plus la température est basse. Donc si tu veux créer une distribution parfaite des aliments dans ton réfrigérateur, ne néglige pas les recommandations spécifiques de stockage qui sont mentionnées sur certains emballages. Si tu gardes ton pain dans l'emballage du supermarché, prépare-toi à voir apparaître des moisissures au bout de quelques jours. Il est préférable de le conserver dans une boîte bien fermée avec un peu de sel. Cette astuce le protégera de la moisissure. Évite aussi de conserver le pain dans le réfrigérateur, car l'air froid le fera rassir très rapidement. En revanche, si tu dois conserver du pain pendant une longue période, tu peux le mettre au congélateur. De cette façon, il restera frais jusqu'à 6 mois. Si tu veux éviter que les concombres en tranches sèchent, mets-les dans un récipient hermétique et verse de l'eau fraîche dedans. Ne les garde pas au réfrigérateur pendant plus d'1 semaine. Quant aux concombres entiers, n'oublie pas qu'ils pourrissent beaucoup plus vite à l'air froid qu'à température ambiante. Si tu veux les garder frais le plus longtemps possible, stocke-les en dehors du réfrigérateur. L'avocat est un fruit délicat avec des règles de conservation compliquées. Si ton avocat est dur et pas encore tout à fait mûr, garde-le loin du réfrigérateur, car l'air froid ralentira le processus de maturation. Les bananes émettent des niveaux élevés d'éthylène, qui aident les avocats à mûrir plus rapidement. Donc, si tu veux accélérer le processus, mets-le dans un sac avec une ou plusieurs bananes. En même temps, si ton avocat est mou et mûr, conserve-le au réfrigérateur pour l'empêcher de pourrir. Certaines personnes préfèrent envelopper l'avocat coupé dans un film plastique avec une tranche d'oignon. Cette astuce permet aux fruits de rester frais plus longtemps.
Une autre méthode consiste à le recouvrir d'huile d'olive. N'oublie pas que l'avocat coupé ne peut être conservé au réfrigérateur plus de 3 jours. Conserve tes oignons et ton ail loin du réfrigérateur. Les basses températures provoquent des moisissures beaucoup plus rapidement. Si tu veux les garder frais pendant longtemps, conserve-les dans un endroit frais et sec. Par exemple, dans le placard de la cuisine. Et si tu n'as rien contre le fait de donner un air de maison de campagne dans ta cuisine, attache les oignons les uns aux autres et garde-les suspendus. Évite aussi de conserver les oranges et autres agrumes dans le réfrigérateur. Malheureusement, les basses températures rendent ces fruits moins savoureux et moins bons pour la santé. Tu peux les conserver dans une corbeille à fruits sur une étagère ou sur la table de la cuisine. Ne t'inquiète pas, cela ne va pas accélérer leur décomposition. Tout comme de nombreux autres légumes, les aubergines n'aiment pas les basses températures. Au réfrigérateur, elles deviennent molles et perdent leur qualité beaucoup plus rapidement. Conserve ces légumes à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et à température ambiante. Si tu as coupé une pomme en tranches, mais que tu ne veux pas la manger tout de suite, voici une astuce. Mets un élastique autour des tranches pour les maintenir ensemble. Cela empêchera la pomme de brunir. Ce fruit restera frais et croquant pendant 1 mois entier s'il est conservé au réfrigérateur dans un sac résistant à l'humidité. Il est conseillé d'éviter de laver les pommes avant de les stocker, car cela pourrait les abîmer. Ne mets jamais d'huile d'olive dans ton réfrigérateur. Si tu as déjà fait cette erreur, tu as probablement remarqué ces étranges morceaux blancs à l'intérieur de l'huile. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas toxique. En fait, les basses températures dans le réfrigérateur provoquent une condensation d'eau qui ressemble à des impuretés assez désagréables. Il est préférable de conserver ton huile d'olive à température ambiante et loin de la lumière directe du soleil. Les pastèques et autres melons conservés à température ambiante contiennent davantage de nutriments bénéfiques et d'antioxydants que ceux conservés au réfrigérateur. Mais une fois que tu as coupé ta pastèque, il est préférable de la conserver au réfrigérateur. Utilise un film plastique pour couvrir hermétiquement le côté coupé et remplace-le chaque fois que tu coupes ta pastèque. Tu peux aussi couper ton melon ou ta pastèque en plus petites tranches et les conserver dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant 1 semaine au maximum. Congeler le gingembre te permettra de le garder frais pendant 2 à 9 mois et de conserver sa qualité. Tu peux aussi le râper à l'avance pour pouvoir en prendre une cuillerée à la fois. Cela te permettra de gagner du temps, surtout les jours de gros travail où tu as besoin de préparer quelque chose rapidement. Tu es sur le point de passer un entretien pour le job de tes rêves. Alors que tu attends dans le hall, tu réalises que tu étais tellement nerveuse ce matin que tu as oublié de prendre ton petit déjeuner. Maintenant, tu as tellement faim que tu pourrais manger un cheval. Heureusement, tu as été assez maligne pour emporter de la nourriture au cas où tu commencerais à mourir de faim. Tu ouvres le sachet de boules au fromage que tu as apporté, mais tu prends conscience de la situation. Comment vas-tu les manger sans t'en mettre partout sur les doigts et sur ta belle tenue ? Sur Internet, des personnes astucieuses ont partagé la solution parfaite. Si tu n'as pas peur de t'éloigner un peu des conventions, tu peux éviter que tes doigts ne se salissent en utilisant des baguettes. Elles sont assez longues pour descendre dans le sachet, ce qui te permettra de garder tes doigts et le reste propres. Mais lorsque tu ouvres le sachet, une déchirure apparaît sur le côté. Plus tu le manipules, plus la déchirure s'agrandit. Tu dois faire attention car tes beaux vêtements risquent d'être recouverts de miettes au fromage. Heureusement, la solution est encore à portée de main. Tu repères une perforatrice sur le bureau du hall d'entrée. Tu peux percer un trou au bas de la déchirure et l'arrêter dans son élan. Le trou rond distribue la force de manière uniforme, créant ainsi un obstacle qui empêchera le sachet de se déchirer davantage. Ok, ces astuces sont géniales, mais elles ne t'aideront pas avec les autres chips que tu as apportés, qui se trouvent dans un tube. Heureusement, pour ce type d'emballage, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une feuille de papier. Recourbe-la et glisse-la dans le tube autour des chips. Maintenant, tu peux faire glisser toute la pile facilement en ouvrant la feuille une fois qu'elles sont sorties pour une dégustation sans accroc. Alors que tu mâches joyeusement, tu regardes autour de toi, prenant soudain conscience que tu fais beaucoup de bruit. Or, tu es censé faire une bonne première impression. Heureusement que la science a quelques réponses sur la façon d'être plus silencieux en mangeant l'un des encas les plus croustillants de tous. Appuie chaque chips contre ton palais avec ta langue. La mollesse de ta langue aidera à atténuer le bruit de craquement. Les chips en tuile sont spécialement conçus pour produire le bruit de craquement le plus fort. Donc, la meilleure façon d'étouffer ce bruit est d'abord de se débarrasser de la forme, puis de manger les chips comme d'habitude. Mais attention! La science a également montré que manger tes chips croustillantes préférées, sans entendre leur son emblématique, peut enlever une partie du plaisir.
Un professeur de psychologie expérimentale de l'université d'Oxford a mené une expérience curieuse. Il a montré que la perception de la saveur et du goût était influencée non seulement par l'apparence des aliments, mais aussi par leur son. Il a demandé à 20 participants de manger des chips tout en portant des écouteurs. Il a rempli leurs oreilles de sons de craquement à différents niveaux de volume et de fréquence. Même si les chips qu'ils croquaient étaient tous identiques, les participants qui écoutaient des craquements plus forts et plus aigus ont jugé que leurs chips étaient plus fraîches et plus croustillantes. Après tous ces encas salés, tu opterais volontiers pour une friandise crémeuse. Par la fenêtre, tu vois qu'il y a un camion de crème glacée garé juste dehors. Parfait. Tu jettes un coup d'œil furtif à l'horloge. Il te reste encore du temps avant ton entretien. Tu scrutes le menu du camion. De toute évidence, un cornet glacé présente beaucoup trop de risques. Tu peux déjà voir la goutte qui tombe et fond sur tes beaux vêtements. Ok, pas de cornet. Alors, pourquoi pas un sandwich à la crème glacée? On dirait qu'il est spécialement conçu pour éviter des déversements poisseux. Et tu as raison, c'est une bonne option. Mais il y a une astuce géniale pour la rendre encore plus infaillible. Lorsque tu tiens le sandwich, le biscuit mou à l'extérieur se réchauffe sous la chaleur de tes doigts, qui devient ainsi collant et adhère à ta peau. Nous avons tous enduré ce biscuit collant et chocolaté qui reste sur nos doigts, même si nous essayons de tenir le sandwich avec précaution. Ajouter 2 crackers de chaque côté du sandwich permettra de garder tes doigts propres. De plus, cela transforme ton sandwich à la crème glacée ordinaire en un s'more glacé amélioré. Alors que tu retournes à l'intérieur, tu repères un autre camion de restauration. Celui-ci vend des burritos. Tu as encore du temps et tu as encore faim. Tu en commandes un avec toutes tes garnitures préférées. Quand on te tend ta commande, tu remarques que le burrito est enveloppé dans une deuxième tortilla. C'est une chose courante que font beaucoup de restaurants. Et bien que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi, cela peut en fait t'aider à rester propre. Avant de commencer, déroule la deuxième tortilla et pose-la ouverte sur une assiette. Penche-toi dessus à chaque bouchée. Comme les burritos ont la fâcheuse tendance de laisser tomber plus de garniture qu'ils n'en gardent, cette astuce permet d'en tirer le meilleur parti. Tout ce qui tombe atterrira sur la deuxième tortilla, que tu pourras ensuite enrouler pour te faire un deuxième burrito quand tu auras fini le premier. C'est la même raison pour laquelle les tortillas emballées sont souvent vendues en nombre pair. Une délicieuse odeur se dégage du bas de la rue. Un stand qui vend du maïs grillé. Cela ira parfaitement avec ton burrito. Mais aucun aliment ne se coince mieux dans tes dents que le maïs. Tu n'as pas à porter de fil dentaire et ce serait tellement embarrassant d'aller à ton entretien avec un grain jaune entre les dents. Heureusement, il y a encore une solution. Utilise simplement une baguette pour piquer les grains de maïs de façon horizontale, le long d'une rangée. Ensuite, cale une extrémité contre l'épi et tire sur l'autre extrémité. Tu auras une brochette de grains de maïs juteux que tu pourras manger directement sur la baguette en évitant toute fibre entre tes dents. De retour à l'intérieur, tu vérifies l'heure. Tu as encore le temps. Et tu as réussi, jusqu'à maintenant, à rester parfaitement propre et présentable pour ton entretien. Une coupe de fruits est posée sur le bureau de la réception, avec un panneau indiquant « Servez-vous ». Tu attrapes un kiwi qui a l'air merveilleusement mûr. Mais c'est un immeuble de bureau, alors il n'y a pas de cuillère. Et puis, couper le fruit en deux et en creuser le milieu peut créer beaucoup de jus. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas la seule façon de manger un kiwi. Certains spécialistes suggèrent que la meilleure façon est de manger le fruit entier en mordant dedans comme une pomme après l'avoir nettoyé. La peau du kiwi est entièrement comestible et regorge de nutriments supplémentaires. Une étude récente a montré que manger la peau peut tripler l'apport en fibres par rapport à la consommation de la chair. De plus, de cette façon, tu ne perds pas le supplément de vitamine C qu'elle peut offrir. La peau contient de fortes concentrations de nutriments, notamment des fibres, des folates et de la vitamine E. Manger la peau d'un kiwi pourrait augmenter sa teneur en fibres jusqu'à 50%. Si tu ne supportes pas sa texture velue, essaye de frotter le fruit contre ton pantalon. La friction contre le tissu éliminera facilement le duvet, rendant le fruit beaucoup plus appétissant. Non seulement tu auras moins de chances d'être aspergé de jus poisseux, mais tu pourrais aussi en tirer le meilleur parti. Oh, tu viens de te rappeler que ce matin tu avais préparé un sandwich pour le déjeuner. Autant le manger maintenant. Mais toute cette moutarde et cette sauce barbecue, il doit bien y avoir un moyen de tenir le sandwich pour qu'il fasse le moins de dégâts possible, non? Bonne nouvelle, il y en a un. Il s'agit de le tenir avec la main en forme de griffe. Tiens-le de façon à ce que tes pouces et tes auriculaires soient en dessous.
en mettant tes 3 autres doigts sur le dessus. Cette prise fonctionne comme une pince, maintenant tous les ingrédients en place. Ainsi, tu peux prendre des bouchées sans t'inquiéter que la moitié du sandwich ne finisse sur tes genoux. Après toute cette nourriture ingurgitée, tu as soif. Tu repères une cafetière dans un coin de la pièce. Mais rapporter un café à ton siège sans le renverser est un test d'agilité que seule une personne à l'équilibre parfait peut réussir. En fait, il te suffit de comprendre un peu de physique. Tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile de marcher avec une tasse de café sans la renverser ? C'est parce que la taille de la foulée d'une personne a presque exactement la bonne fréquence pour créer des vagues dans une tasse de café de taille standard. Chaque pas agite davantage le liquide qui se rapproche de plus en plus du rebord de la tasse. Les déversements arrivent généralement entre le 7e et le 10e pas. Nous essayons souvent de marcher rapidement afin d'arriver à destination avant que le liquide ne se renverse. Mais il s'avère que plus tu marches vite, plus ta démarche se rapproche de la fréquence fatidique de débordement. Pour éviter de créer ces vagues qui mènent au débordement, marche plus lentement. Enfin, c'est l'heure de ton entretien. Heureusement que tu es resté parfaitement propre pendant le repas. Tu te diriges vers la salle de réunion. Sur une table juste à l'extérieur, il y a des beignets gratuits. Comme c'est aimable. Un beignet serait bienvenu après cette tasse de café. Mais tu es tellement concentré que tu ne remarques pas ton lacet d'effet, de sorte que tu trébuches et percutes la table. Les beignets s'envolent et atterrissent directement sur tes genoux. C'est raté pour ta première impression. L'aki est un fruit jamaïcain qui possède une saveur vraiment unique. Il est doux et onctueux et les personnes qui l'ont testé disent qu'il a le même goût que les œufs brouillés. On peut le consommer en toute sécurité tant qu'il est mûr. C'est pourquoi l'importation d'aki cru a été interdite aux États-Unis il y a près de 50 ans. La seule partie comestible est la chair blanche et crémeuse. La chair rose a l'air appétissante mais ne te fie pas à elle, elle est hautement toxique, de même que ses graines noires. Le corosol est un autre fruit interdit aux États-Unis en raison de ses toxines. Il est également appelé guanabana et peut libérer des substances toxiques entraînant des effets très désagréables s'il n'est pas mûr. Fans du corosol, ne soyez pas tristes. Il y a de fortes chances que vous trouviez de la pulpe congelée dans les supermarchés. Un autre produit qui doit être mûr à 100% pour ne pas courir de risque est le sureau. Les baies de sureau cru sont riches en vitamine C, ce qui est bon pour la santé, et en cyanure, ce qui n'est pas franchement très bon. Ces baies sont cependant très appréciées. On les trouve dans les tartes, les sirops, les thés, les confitures, tout ce que tu veux. Les baies bien mûres et cuites ne sont pas dangereuses. Et non, le sureau n'est pas interdit. Le cyanure ne semble pas si dangereux en comparaison des aliments qui contiennent de la trédotoxine, qui est 1200 fois plus forte. Le poisson globe est un mets délicat japonais, et il est justement rempli de cette substance. Personne ne peut manger ce poisson sans courir de risque, mais les chefs japonais ont maîtrisé l'art de le préparer à la perfection. Pour le rendre comestible, ils enlèvent simplement les parties toxiques. Ce mets délicat s'appelle le fugu et coûte environ $200 par portion. Tu pourrais acheter un tas de saumon complètement sans danger à la place. Le fugu est presque totalement interdit aux États-Unis. Seuls quelques endroits autorisés en vendent, mais il faut vraiment avoir envie de tenter une telle aventure gastronomique. Kasumatsu signifie littéralement fromage pourri. Désolé, tu ne peux pas en goûter une bouchée aux États-Unis. Alors si tu ne peux vraiment pas résister à la tentation, va donc en Sardaigne, en Italie. En fait, il s'agit tout simplement d'un fromage de lait de brebis avec une pincée de magie. Des mouches spéciales déposent leurs œufs à l'intérieur de ce fromage, et il reste là pendant 40 jours. Au moment où il est prêt à être consommé, des asticots vivants se chargent de le décomposer. C'est grâce à eux que le fromage a cette texture particulière et cette saveur épicée. Il est interdit aux États-Unis pour des raisons sanitaires. Contrairement au doux et crémeux Kasumatsu, le fromage himalayen Turpi est célèbre pour être le plus dur du monde. Comme tout produit normal de ce genre, il est fabriqué à partir de lait. Ce qui le rend différent, c'est qu'il reste frais jusqu'à 20 ans. Le lait est également assez spécial. Les vaches, qui sont en fait un croisement entre des vaches et des yaks, mangent une variété d'herbes de montagne. Ce lait a une saveur unique grâce à ces herbes, mais fais attention à tes dents en croquant ce fromage, il est dur comme de la pierre. À Singapour, tu n'auras jamais de caries à cause du chewing-gum. Et non, ce n'est pas parce qu'ils prennent bien soin de leurs dents, en fait c'est complètement illégal là-bas. Cet endroit est connu pour sa propreté, et le pays a dépensé une fortune pour nettoyer tous les endroits et interdire le chewing-gum. Il a été interdit en 1992 et les vendeurs ont dû cesser immédiatement la vente pour ne pas risquer des amendes super élevées. En parcourant les allées des supermarchés lors de tes différents voyages, tu peux constater qu'il n'y a pas de lait cru en stock. Il est interdit dans de nombreux États américains et dans d'autres pays.
notamment au Canada, en Norvège, en Finlande, en Suède, au Danemark et en Écosse, pour des raisons sanitaires. Alors que le lait cru est interdit en Écosse, le haggis est tout à fait autorisé là-bas. Pourtant, il est interdit aux États-Unis. Si tu vis aux États-Unis et que tu as moins de 45 ans, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais goûté au haggis, puisqu'il a été interdit il y a près d'un demi-siècle. Ce pudding écossais est composé de panses de brebis farcies et d'abats de mouton, mélangés à des flocons d'avoine, le tout épicé avec un tas d'oignons émincés, sans oublier le suif et le bouillon. La texture est friable et grossière et son goût est assez épicé. Il est généralement servi avec de la purée de pommes de terre ou de navets. Le manioc est une racine tropicale toxique dont il existe deux types. La variante douce contient un peu de cyanure, mais il suffit de la cuire pour réduire la teneur en toxines à un niveau non dangereux. Pour éliminer toutes les toxines du manioc amer, il faut râper la racine, puis la faire tremper, et enfin la cuire correctement pour la rendre comestible. Cette racine est très riche en amidon et sa saveur est vraiment subtile. Le manioc peut être utilisé de la même manière que les pommes de terre, en purée, bouillie ou frit. Qu'en penses-tu ? Que dirais-tu d'un bon haggis accompagné de purée de manioc au lieu de pommes de terre ? D'ailleurs, il n'existe pas non plus de pommes de terre 100% inoffensives, tu sais. Tout dépend si elle est mûre ou pas. Les pommes de terre dites vertes sont pleines de toxines et les germes de pommes de terre sont également très dangereux. Il en va de même pour les amandes et les noix de cajou vertes qui sont pleines de cyanure si elles ne sont pas assez mûres. Heureusement, les noix que nous achetons au supermarché sont bien traitées, ce qui signifie qu'elles sont totalement sûres. Les prunes jaunes ou mirabelles sont interdites dans les 50 États américains. Ces fruits sont tout à fait normaux et il n'y a rien de mal à les manger. Mais tu peux seulement déguster ces prunes en France, en Lorraine. La loi sur l'importation est un peu bizarre et ce fruit est d'origine protégée. Si le bar est le genre de plat dont tu ne peux pas te passer, alors le Royaume-Uni n'est pas ta destination. Ce poisson a été récemment interdit là-bas en raison du déclin de la population de bars. Il en va de même pour le caviar de beluga aux États-Unis. L'un des aliments les plus chers du monde ne peut plus être trouvé en Amérique en raison de nouvelles réglementations visant à protéger le poisson. Tu as envie d'un hamburger avec de la viande toute fraîche, du pain moelleux et beaucoup de ketchup ? Vas-y et prends-le, sauf si tu es un élève d'une école française. En France, une loi réglemente l'utilisation du ketchup dans les cafétérias pour étudiants et ils sont uniquement autorisés à le consommer avec, tu l'as deviné, des frites. Le corps du requin du Groenland se débarrasse de tous les déchets qu'il produit en les filtrant à travers sa chair et sa peau. Il n'est donc pas étonnant que sa chair soit toxique. C'est une bonne raison de ne pas en manger, mais pas en Islande. Le hakarl, qui est de la viande de requin transformée, est d'abord suspendu pour être séché pendant 3 à 5 mois. Au final, on obtient quelque chose comme du poisson fermenté à l'odeur d'ammoniac, avec une texture de gelée qui rappelle celle du pain mouillé. Certaines choses s'améliorent avec le temps, certes, mais rarement la nourriture. Mais il y a un café à Bangkok où l'on prépare la même soupe au bœuf et aux nouilles depuis 45 ans. Cette soupe qui ressemble à une potion mijote depuis plus de 4 décennies. Le bouillon n'a jamais été jeté et on le garde toujours la nuit pour préparer les portions du lendemain. L'un des secrets de cette saveur unique est l'énorme rebord de graisse autour de la casserole qui s'est formé parce qu'ils ne l'ont jamais lavé. Ok, maintenant j'ai l'excuse parfaite pour faire la même chose. Quoi ? La nourriture a juste meilleur goût de cette façon. Au Cambodge, tu peux essayer un snack croustillant qui a un peu le goût de crabe. Il est frit et un peu assaisonné. L'ingrédient principal est une tarentule. Cela ne ressemble pas vraiment à un déjeuner. Ok, tu ne l'aurais pas deviné si je te l'avais pas dit. Cette soupe qui ressemble à un virelang est vraiment succulente. La saveur est forte mais délicate et elle a le goût des crevettes. Ce plat traditionnel, laotien, semble vraiment cool, jusqu'à ce que tu réalises qu'il est fait avec des œufs de fourmis. Pour lui donner un peu d'aigreur, ils ont aussi tendance à ajouter quelques petites fourmis. Au Mexique, on ne jette pas les grains de maïs devenus noirs parce qu'ils sont pourris. On les garde pour faire une spécialité culinaire appelée huitlacoche. Les champignons qui recouvrent le grain donnent une odeur de terre et de bois. Miam miam. Certains plats ont juste besoin d'être décorés, surtout les gâteaux et les tartes. En Angleterre, il existe une tarte appelée Stargazer. Regardez les étoiles. Son nom parle de lui-même. Les sardines accompagnées de pommes de terre et d'œufs sortent de la croûte de la tarte et fixent le ciel. Ce qui donne un peu la chair de poule. Parfois, ce sont les queues qui pointent vers le ciel. Le thé aux champignons est une autre chose bizarre que l'on boit en Europe de l'Est avec les boissons à base de lait acide. Il s'agit en fait d'un thé noir ou vert fermenté. On le prépare en ajoutant toute une culture de bactéries. On ne les consomme pas, elles ne font que fermenter la boisson à du thé sucré. Le sucre agit comme une levure. Ajoute du jus, des épices ou tout ce que tu veux selon ton goût. Régale-toi, ou du moins essaie de le faire. Les yeux de thon sont un mets très populaire en Chine et au Japon. Il faut les faire bouillir avant de les manger et il faut aussi les assaisonner. Si tu réussis, tu auras un mets délicat au goût de calmar.
Et il coûte moins d'1 $. Je parie que tu louches sur celui-là.